Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. La parole est donnée à Monsieur Gauthier Chapuis, adjoint au maire, délégué à la végétalisation, la biodiversité, la condition animale et l'alimentation. Merci. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très content et assez fier de vous recevoir ici dans ces salons. Merci Perrine. Je remercie également Sans Transition et l'association Prime Vert, puisque là on est sur un hors les murs, Prime Vert. Je vais parler au nom du maire de Lyon, hein, donc voilà, il est également très fier et très content de recevoir cette conférence. Je vais vous parler d'alimentation et d'agriculture, puisque c'est la délégation également que je porte, et qui est finalement nouvelle à la ville de Lyon. Hein, voilà, c'était une volonté assez forte de la nouvelle municipalité de mettre en avant ces politiques publiques qui ne sont pas forcément mises en avant, voire pas du tout, qui sont presque même des angles morts des politiques publiques, et notamment dans les communes. C'était important de le porter pleinement dans une ville comme Lyon, qui a plus de 500 000 habitants et habitantes, et dans une métropole plus largement de Lyon, qui a 1,4 million d'habitants. Et notre politique alimentaire, on va le dire comme ça, repose sur deux piliers qui sont en fait alignés avec les piliers du projet alimentaire de territoire de la métropole. On a co-construit ces deux piliers-là et qui reposent sur deux enjeux: comment on relocalise notre alimentation et comment on rend accessible cette alimentation de qualité à tous et toutes. Et ces deux enjeux, ils sont finalement assez structurants à la ville, puisque il nous reste sur la métropole de Lyon, sur la ville de Lyon, plus que 6 hectares de terres agricoles dans le 9e arrondissement. En quelques chiffres, c'est 5% de ce qui est produit sur la métropole de Lyon qui reste sur la métropole de Lyon. Tout le reste s'en va. Ça, c'est pour le côté relocalisation de l'alimentation. Et sur le côté on va dire accessibilité à l'alimentation, il y avait eu une étude qui a été faite en 2019, donc les chiffres datent peut-être un peu, surtout après cette période Covid, mais on avait sondé que 30% de personnes se déclaraient elles-mêmes en précarité alimentaire sur la métropole de Lyon, sur les 1,4 million, et que 15% de la population déclarait ne pas manger à leur faim. Donc voilà, ces deux enjeux-là, finalement, ils sont finalement assez globaux et importants. Et on y répond dans toutes les actions que l'on mène, que ça passe par la cantine scolaire, que ça passe par toute cette stratégie qu'a la métropole de préservation des terres agricoles. Mais moi, ce soir, je voulais plutôt vous parler de la partie agriculture urbaine. Puisque finalement, cette partie agriculture urbaine, à notre sens, elle est assez liée à la fois sur la partie relocalisation de l'alimentation et à la fois justice alimentaire. Elle fait le lien sur ces deux enjeux-là. À Lyon, on a plus d'une 50aine de jardins partagés et on a un peu plus de 20 hectares en jardins dits familiaux. Donc ce n'est pas finalement anodin dans la vie des Lyonnais et des Lyonnaises. Et cette agriculture urbaine, elle a plusieurs vocations qui répondent finalement à ces enjeux-là. Déjà, elle a une vocation de production alimentaire, même si c'est pas ça qui va nous sauver et va apporter la souveraineté alimentaire d'une ville de 500 000 habitants et habitantes. Mais mine de rien, voilà, ça compte quand même. Elle a aussi une dimension de lien très important à la terre. Parce qu'on est dans une zone ultra-minérale qui, en plus de ça, au fil des générations, les habitantes de la ville de Lyon ont perdu cette notion-là de lien avec la terre. Parce que de génération en génération, les urbains ont de moins en moins de contact avec, comme on pouvait l'avoir par le passé, un oncle, un grand-père, une mère qui était dans le milieu de l'agriculture. Donc ces lieux-là sont aussi des lieux de renouer le contact à la terre. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et enfin, et je dirais, je finis par là parce que c'est le côté le plus important, ça a surtout une vocation de liens sociaux prépondérante, de valeurs humaines en fait qui sont transmises au travers de l'agriculture urbaine. Et ça, on le voit et on l'a vu pendant la crise Covid que c'était finalement un manque assez fondamental de ne plus se retrouver au jardin, en ville notamment.
Et quand on sait que 50, je crois que ça va être dit, mais 50% de la population agricole va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, et bien finalement, ça participe également à se dire que des urbains, des urbaines d'aujourd'hui sont peut-être des agriculteurs, des agricultrices de demain, et que de multiplier cette dimension d'agriculture urbaine eh bien, va permettre d'une certaine façon de tisser une sorte de parcours agricole pour demain. Voilà, partage de connaissances, valeurs humaines, résilience, respect de la biodiversité, c'est même pas dit, mais c'est évident en termes d'agriculture urbaine à Lyon. Une sorte finalement d'agroécologie urbaine à la lyonnaise que l'on souhaite développer et on le fait très largement avec plusieurs millions d'euros, à peu près 5 à 6 millions d'euros qui sont mis en investissement sur la ville de Lyon sur ces questions-là. Voilà, j'aimerais juste finir mon propos en disant que cette vision politique, eh bien, elle est belle, mais elle ne pourrait pas germer sans les acteurs, sans les associations, eh bien, qui sont sur le territoire et qui sont ultra précieuses finalement, puisque c'est elles qui font que ce projet-là est réalisable et réalisé au quotidien. Je pense notamment au Stara que j'ai vu là, je pense au Page Jardin, je pense à à la légumerie, je pense à toutes ces associations-là, eh bien, en fait, qui font déjà sur notre territoire ce beau projet d'agriculture urbaine. Voilà, j'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julien Deséchos, le directeur de publication de la revue Sans Transition, la revue coopérative engagée du local au global, dont le dernier numéro est précisément dédié à la résilience alimentaire, ou comment faire face et anticiper les chocs alimentaires. On va en parler ce soir, ça va faire partie de notre discussion. Pour cette nouvelle conférence, en partenariat avec la ville de Lyon, ça a été dit, le salon Prime Vert, déjà engagé avec nous cet automne pour la venue de Rob Hopkins. Vous étiez nombreux à venir à nos côtés. Et j'ai le plaisir de recevoir Perrine Hervé-Gruyé ce soir de la ferme normande du Bec et Loin. Bonjour Perrine. Bonsoir, c'est mieux avec le micro. Bonsoir. Cette rencontre participative que j'ai le plaisir d'animer se déroulera en 3 temps. Premier volet, durant à peu près une demi-heure, vous allez avoir le plaisir d'écouter Perrine nous expliquer la ferme du Bec et Loin et nous détailler aussi son expérience et son analyse. Ce sera suivi d'un échange ensemble dédié à la question de la résilience alimentaire. Et puis, on passera la parole à la salle, les acteurs lyonnais, certains ont été cités à l'instant, qu'on écoutera pour justement dialoguer avec Perrine dans cette logique locale, globale, autour de la permaculture, ici sur le territoire. Gardez bien toutes vos questions pour cette dernière partie participative. Alors, première partie, je vais laisser bien sûr la parole à Perrine, mais une petite introduction sur le contexte. Avec une inflation des denrées alimentaires qui a atteint 12% en 2022, je crois que ça ne vous a pas échappé. La France s'est aperçue de sa fragilité, de la fragilité de son modèle agricole, forte dépendance aux intrants, notamment pétrochimiques, manque de main-d'œuvre, difficultés de production liées à la dégradation de l'environnement, biodiversité, sol, eau, on va en parler. Ce sont les principaux défis que doit aujourd'hui relever l'agriculture pour pouvoir recouvrer sa résilience. Dans ce contexte, l'agroécologie et la permaculture, a fortiori celle appliquée à la ferme du Bec et Loin, fait figure de modèle. Perrine Hervé-Gruyé, la cofondatrice de la ferme du Bec et Loin, basée dans l'Eure, en Normandie, a travaillé sur une méthode utilisée dans sa ferme qui cherche avant tout à répondre à une interrogation. Comment nourrir l'humanité tout en guérissant la planète. Cette approche est une contribution à l'invention de l'agriculture bio de demain dans un monde où les énergies fossiles deviennent inexorablement plus rares et plus chères. Et forcément, ça a un impact majeur. Le travail de la ferme apparaît dans de nombreux ouvrages, et je terminerai là-dessus, et médias sur l'écologie, notamment dans le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Perrine Hervé-Gruyé est aussi, vous le savez peut-être, la co-autrice du livre Vivre avec la Terre, édité chez Actes Sud, et aussi de Permaculture, ici édité récemment. Perrine, c'est à vous. On vous écoute pendant une petite demi-heure, et puis après, on va continuer dans une discussion, un dialogue. Merci Julien. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie que ce soir l'agriculture s'invite au salon.
Je crois que j'ai jamais fait une conférence dans un lieu aussi magique. J'ai envoyé une photo à mes filles tout à l'heure, elles m'ont fait « Waouh ! Mais t'es où ?» Donc c'est assez intéressant à la fois de ramener l'agriculture dans des thématiques urbaines. Alors bien sûr, on va parler d'agriculture urbaine, moi c'est pas du tout ma spécialité. Et je vous dirais même, sans rien vous dévoiler, qu'au tout début, quand on me parlait d'agriculture urbaine, je rigolais doucement en me disant « C'est quoi ce truc-là ? En fait, on va pas nourrir la planète avec ça. » Mais on va le voir, il y a eu pas mal d'études de fait là-dessus. Et aujourd'hui, il est clair que ça a des vertus, certainement pas celle de nourrir les villes, comme l'a dit notre élu, mais d'autres. On m'a demandé aujourd'hui de présenter un petit peu le modèle de ce qu'on a pu créer au Bec et Loing, un modèle qui a été en production agricole pendant 15 voire 18 ans. J'ai un peu perdu le fil, qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est un lieu d'expérimentation uniquement. Moi, je travaille plus à la ferme, mais je consacre mon temps à accompagner des porteurs de projets, à mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux modes, non pas d'agriculture, mais peut-être d'organisation du travail agricole. On va y revenir tout à l'heure. Donc ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est une fois de plus remettre au clair ce qu'est la permaculture et surtout ce que ça n'est pas. Parce qu'on en entend beaucoup parler, ça a été un peu à la mode, un peu tarte à la crème, j'aime à dire. Et souvent, les gens pensent que c'est une super technique de jardinage. Alors, il y a des anciens élèves ici, ils vont pouvoir nous donner par cœur la définition, non? Mauvais élèves, ils ont été mal formés, ces gens. En fait, souvent, on pense que voilà, c'est une super technique de nouveau maraîchage, de nouvelle agriculture, une technique qu'on peut mettre en place dans les champs, ou c'est du jardinage, on fait des buts au fond du jardin, donc on fait de la permaculture. En fait, pas du tout, on va le voir dans un instant. La permaculture, c'est vraiment une appréhension écosystémique de ce que l'on veut mettre en place, et on peut tout aussi bien appliquer la permaculture à une ferme qu'à une école, à une ville, à une association, à un salon. On a parlé du salon Prime Vert là il y a un instant en conférence de presse. Et bien tous ces principes écosystémiques, on peut les appliquer à n'importe quelle organisation en fait. Donc nous au Bec et Loing, on s'est installé en 2003 dans une vallée normande, pardon, qui était juste bonne pour de l'herbe à vache, comme on dit par chez nous. Donc c'était pas une terre ni maraîchère ni céréalière, et même depuis des siècles en fait, puisqu'il y avait une abbaye, il y a une abbaye juste à côté, à vol d'oiseau, on est à 500 mètres de l'abbaye. Il y a une abbaye qui a toujours cultivé, mais jamais sur ces terres-là. Toute la céréale était produite sur les bonnes terres sur le plateau, donc ça c'était vraiment des terres assez ingrates. Donc on est arrivé dans un contexte comme celui-là, complètement néophyte, ne connaissant rien à l'agriculture, grosse erreur, n'étant pas formé du tout, n'ayant même jamais mis les mains dans la terre pendant toute une année sur une ferme, chose que je recommande fortement aujourd'hui aux porteurs de projets. Et on s'est lancé comme ça, avec beaucoup d'idéalisme, de naïveté. Et du coup, il nous a fallu trouver des solutions pour ne pas trop souffrir. On a quand même mangé la poussière, mais il a fallu trouver des solutions. Et assez vite, on s'est dit, mais finalement, ce qu'on fait là sur toute petite surface, ça ressemble presque plus à du jardinage que du maraîchage à proprement parler. Ou alors, si ça ressemble à du maraîchage, ça ressemble à un modèle qu'on connaissait il y a quelque temps, à Paris notamment, ou dans les grandes villes, mais dans la ceinture verte parisienne, c'était assez connu, tel que le faisaient les maraîchers au 19e, dans ce contexte-là. Donc sans pétrole, bien sûr, avec des chevaux, à grand renfort de fumier de cheval, qui était bien pratique pour la fertilité des sols, mais un modèle complètement différent et pour autant très performant. Les maraîchers parisiens, ils vous sortaient du melon à Paris, je dis bien Paris, intramuros, au mois de mai. Je sais pas s'il y a je sais qu'il y a des maraîchers dans la salle, j'ai deviné. Mais qui sort du melon au mois de mai de nos jours? Alors c'était tout un système de couches chaudes grâce au fumier, de cloches. Bien sûr, c'était des familles entières qui travaillaient ensemble, donc on ne calculait pas la main-d'œuvre, les salaires, les charges salariales, ça n'existait pas, enfin en tout cas pas dans la tête des maraîchers. Et du coup, le contexte social et de travail était complètement différent, certes, mais il y avait une technicité incroyable. Donc on est allé rechercher un petit peu tout ça et on a fait en fait à la ferme une synthèse entre les bonnes pratiques ancestrales et puis les découvertes les plus récentes que la science nous a permis d'avoir, notamment la connaissance du sol qui est tellement importante dans nos pratiques. Et à partir de là, on a expérimenté, on a mis en place des choses et bon an mal an, au fur et à mesure, ça a porté ses fruits. Donc installation en 2003.
Dès 2010, il y a des scientifiques qui viennent à la ferme qui disent bah, c'est beau votre truc là, ça a l'air productif, il y a du légume, est-ce que vous en vivez? Première question. Alors nous on était là cas un cas. Hein. Et est-ce qu'on pourrait essayer de transposer ce modèle ailleurs et de l'amener vers une performance économique un peu plus importante? Donc on a démarré une étude à partir de 2010 qui a duré jusqu'à 2015, donc 5 années, 5 cycles de culture complets hein, sur une année, au cours desquels on mesurait tout. Le temps de travail passé, la performance, c'est-à-dire combien de kilos de légumes on pouvait sortir sur 1 mètre carré à tel endroit, tel endroit. On avait isolé sur la ferme 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, ce n'était pas un chiffre pris au hasard, hein, parce que, encore une fois, si on regarde la littérature inhérente aux maraîchers parisiens du 19e, on voyait que les lopins de terre qu'ils exploitaient allaient de 400 à 4000 mètres carrés. Donc vous voyez tout de suite, ce sont des parcelles qu'on peut tout à fait intégrer dans un secteur urbain ou périurbain. Hein. 400 mètres carrés, c'est rien en soi. Hein. Alors encore faut-il en vivre dans le contexte actuel, et on y reviendra tout à l'heure. Donc nous, on avait isolé 1000 mètres carrés. Tout a été calculé sur ces 1000 mètres carrés, le temps de travail, le type de tâche qui était effectué, pour finalement déterminer que oui, 1000 mètres carrés cultivés, donc on enlève de là les allées, les passe-pieds, hein, que les parcelles utiles à la culture, eh bien, pouvaient générer, pour une personne qui s'auto-employait, on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de charge salariale, sinon là on est foutu, hein, mais une personne qui crée sa propre exploitation pouvait tout à fait, sur 1000 mètres carrés, générer un salaire décent. Quand on parle de salaire décent en agriculture, un petit peu plus d'un SMIC, c'est le bout du monde. Hein. Donc on sait qu'on peut aller d'un SMIC jusqu'à, nos meilleures années, jusqu'à 2000 € mensuels sur une année pour une personne. Alors, je vous passe les détails, hein, vous trouverez tous les rapports, et puis cette étude date un petit peu maintenant. Mais la performance était quand même là, et même presque surprenante pour nous. Donc ça voulait dire qu'il y avait tout à coup l'espoir d'installer sur des tout petits lopins de terre, disséminés un petit peu partout, dans des espèces de ceintures vertes aux alentours des villes, des espaces vivriers à même de nourrir les populations locales. Donc c'était un peu une bombe, c'est-à-dire que c'était complètement à l'inverse du courant dominant qui disait que finalement en agriculture, pour produire, il faut grandir, 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 tel qu'on voit aujourd'hui en agriculture dite conventionnelle, que moi j'appelle souvent industrielle, hein, et c'est pas péjoratif, c'est un fait. Donc c'était assez intéressant d'avoir ces micro-fermes, ce concept de micro-ferme qui demandait beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins de foncier agricole. On sait ce qu'il en est de l'enjeu du foncier agricole, la raréfaction des terres agricoles, surtout en périphérie des villes, là où il faut aller nourrir les gens. C'est là, paradoxalement, qu'on urbanise le plus et qu'on enlève le plus de terres agricoles. Donc comment voulez-vous, après, en termes d'aménagement du territoire, qu'on ait une politique cohérente si on ne peut plus nourrir les gens là où ils vivent, hein. Il va falloir aller chercher la nourriture bien loin. Donc ces investissements dans ces petites fermes-là, ils sont réduits parce que nous, dès le départ, on était parti du postulat, comme le disait Julien en introduction, et on le sait depuis longtemps, que le pétrole dans nos sociétés, il va être de plus en plus difficile à aller chercher. Il y en a encore. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, il y en a encore, mais il est difficile à aller chercher, et de fait, les coûts d'exploration et les coûts de production vont augmenter. On voit là ce qui se passe en ce moment, en plus avec la crise géopolitique qui en rajoute une couche, si je puis dire, aussi bien au niveau de l'électricité que du pétrole. Et on retrouve les agriculteurs dans des situations économiquement absolument cataclysmiques. Hein, on va y revenir tout à l'heure. Donc ces micro-fermes, c'était un vent d'espoir parce que on retrouvait l'efficacité de nos fameux maraîchers parisiens, tout en ayant les connaissances modernes de ce que nous disaient les scientifiques, sur des petites surfaces, pas trop d'investissement, pas trop de machinerie, pas trop de mécanique, donc pas d'endettement, parce que vous savez bien que l'endettement, c'est l'un des cancers, hein, du métier aujourd'hui. Les paysans, ils disent tous... moi, je vis pauvre et je mourrai riche. En gros, c'est à peu près ça. On passe sa vie à capitaliser pour ne pas en profiter. Donc, ces micro-fermes, pour nous, c'était un véritable vent d'espoir, d'autant plus qu'on avait implémenté dans cette micro-ferme du Bec et Loing les principes de la permaculture. Alors, je vous le disais un petit peu en guise de blague en introduction, on dit souvent en ce moment, on entend souvent dire, oui, la permaculture, c'est quand je fais 3 buttes au fond de mon jardin, je fais de la permaculture. Non, la technique de la butte, c'est vraiment une technique
de jardinage ou même agricole, hein, dans des contrées relativement éloignées, typiquement Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ancestralement, ils ont toujours fait la patate douce sur des buts de culture. Donc c'est des techniques culturelles qu'on retrouve, qui ne datent pas d'hier, et on les retrouve dans plein de traditions. Donc la culture sur but, c'est une technique, mais la permaculture, ça n'est pas du tout une technique. La permaculture, vous l'avez là, c'est un système conceptuel qui est inspiré du fonctionnement des écosystèmes. En fait, c'est du biomimétisme. On va voir dans un écosystème dit à l'état naturel, et j'entends par à l'état naturel non modifié par l'homme ou pas trop modifié par l'homme, on va aller voir dans cet écosystème-là comment ça fonctionne. Et on va prendre ces principes et ces règles de fonctionnement, les exporter et les amener dans le système de production, dans la ferme, et on va se dire, on va essayer de faire comme dans l'écosystème pour être, nous, hyper productifs, pour garder une certaine biodiversité, pour recréer des mares, recréer des haies, réinstaller des talus, avoir beaucoup de matière organique. Et on s'aperçoit que dans nos écosystèmes, plus on a de diversité, plus on arrive à s'équilibrer. C'est une belle leçon pour la société, hein. Plus on a de diversité, plus la société est équilibrée. Donc, cette permaculture, selon les concepteurs, des Australiens David Holmgren et Bill Mollison dans les années 70 en Australie, elle voulait que les humains créent des installations au cœur desquelles on retrouvait l'être humain, hein, justement, mais que ces installations-là, et vous entendez bien, je dis installation, je ne dis pas ferme, hein, ça peut être, dans une installation, ça peut être école, société, ville, encore une fois, hein, plein d'installations, dans lesquelles on va être économiquement viable, environnementalement durable, et au sein desquels l'être humain va avoir toute sa place. On va faire attention à l'être humain, son épanouissement personnel, son rôle, son contentement, la façon dont il coopère avec les autres, etc., etc. Mais en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a quand même une productivité élevée, productivité qu'elle soit légumière, qu'elle soit céréalière, qu'elle soit de travail, qu'elle soit de coopération, on arrive avec ce fonctionnement écosystémique à avoir quelque chose de performant. Donc en permaculture, on parle souvent de design, c'est-à-dire de conception. Quand on veut créer un système, on initie d'abord un espèce de dessin qui va concevoir le système pour qu'il soit le plus efficace possible. Et dans ce système, eh bien, on va mettre tous les éléments en lien. On est dans une collaboration un petit peu à l'opposé des boîtes. Pour ceux qui avaient déjà entendu Pierre Rabhi en conférence, Pierre avait toujours cette blague assez drôle sur le fait que les humains adoraient les boîtes. Il disait les humains, ils vont travailler dans une boîte, ils vont danser dans une boîte, ils se baladent dans des caisses, pour parler des voitures. Et je trouve qu'il illustrait très bien là notre philosophie, si j'allais dire, du linéaire. On est dans le rectiligne, dans le linéaire. La meilleure illustration pour moi, c'est la ligne de production dans une usine. On part d'un point A, on arrive à un point Z, on rentre des éléments au point A et on s'attend à ce qu'au point Z, on ait un truc fini. Bon, si au point M, on a un boulon qui casse, tout s'arrête. Dans un système permacole, on boucle les cycles. On est dans des systèmes ronds comme ça, où normalement, les différents éléments remplissent plusieurs fonctions. Donc si j'ai une fonction qui s'arrête, le système en lui-même ne s'arrête pas. Si je prends l'exemple de la ferme c'est un cercle, on va dire. Et dans ce cercle, donc dans mon système, j'ai plusieurs éléments. J'ai les serres de maraîchage, j'ai le cheval de trait, j'ai le maraîcher, j'ai les visiteurs, les poules, etc. Tout ça sont des éléments. Ces éléments, ils remplissent chacun plusieurs fonctions et en plus, ils sont reliés les uns avec les autres. Il y a plein de petites flèches qui partent d'élément à élément. Si je prends l'élément cheval, par exemple, ses fonctions, c'est quoi? Ça sert à quoi un cheval dans une ferme? À votre avis? Tirer des charges lourdes? Porter des gens, pourquoi pas? Fumier, hyper important au niveau agronomique. Labourer. Un léger travail du sol sera un bon synonyme, je suis d'accord avec vous. L'entretien. Hein, le cheval, il passe ses journées à brouter, donc il entretient, donc il nous fait ses petits cadeaux, vous l'avez dit, hein, le fumier, etc. Donc vous voyez, un élément du système, un fameux élément de mon cercle, là, je vais déjà trouver 5 fonctions. On peut même rajouter la fonction plaisir, parce que même si le cheval émet des petits bruits et fait des petites odeurs comme le tracteur, moi je préfère quand même être au cul du cheval qu'au cul du tracteur. Hein, donc ça, chacun ses choix dans la vie. Mais vous voyez,
un élément du système a toujours plusieurs fonctions. Ce qui fait que si mon élément cheval, un jour, casse, comme mon fameux boulon dans la ligne là, et que je ne peux plus utiliser son fumier, par exemple, eh ben, j'ai une autre ressource pour aller alimenter mes légumes. Je peux prendre le fumier des poules, je peux prendre mon bon compost fait maison, etc., etc. Donc, dans mon système, grâce à un bon design, j'ai tout organisé pour avoir ce fonctionnement circulaire, écosystémique, qui ne s'arrête jamais. En fait, on dit qu'on boucle les cycles en permaculture. Et donc, ce fonctionnement-là, c'est ça qui vous permet la résilience du système. Les scientifiques qui étaient venus faire l'étude à la ferme nous disaient la différence entre votre ferme et une ferme un peu plus classique, c'est qu'une ferme classique, eh bien, on va dire une année, elle produit bien, elle fait beaucoup de blé, par exemple, une ferme céréalière classique. Poum, la courbe, elle est comme ça. L'année suivante, mauvaise météo, la courbe est comme ça, et ainsi de suite. Sinusoïdale comme ça. Tchoum, tchoum, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Au gré de la météo, et sachant que maintenant on n'a plus aucune année normale, vous imaginez le jeu de yo-yo, tandis que des systèmes comme les nôtres, petit à petit, on monte, année après année, on progresse, quels que soient les aléas climatiques, parce que l'écosystème se crée, arrive à maturité année après année, on a plus de biodiversité, on a plus d'arbres, les arbres grandissent, génèrent de la matière organique, vont puiser l'eau dans les sols, font brise-vent. De ce fait, ils nous abritent mieux des gros coups de vent, des sécheresses très fortes, des inondations éventuellement s'il y en a. Donc vous voyez, toute la maturité de l'écosystème, finalement, elle nous pousse petit à petit vers une amélioration lente, mais constante. C'est ça toute la différence dans un système permacole qui, d'année en année, devient de plus en plus autonome. On n'est plus obligé de le maintenir sous perfusion. Un des principes de permaculture, effectivement, dans ce système, quand on boucle les cycles, c'est que les déchets à l'intérieur du système sont toujours recyclés. Les déchets des uns sont les ressources des autres, on dit en permaculture. Donc je l'ai dit, comme dans la nature, chaque élément remplit plusieurs fonctions. Le tout est plus que la somme des parties. Ça, c'est un principe assez intéressant de permaculture, qui signifie que quand on fait 1 plus 1 dans un système permacole, c'est jamais égal à 2, c'est au moins égal à 3. C'est-à-dire que le fait d'associer, de mettre en collaboration des éléments, c'est toujours beaucoup plus bénéfique que d'avoir juste un élément dans un coin et l'autre dans un autre. Et comme dans nos systèmes, on est toujours en train de réfléchir en collaboration avec tel ou tel truc, ça doit être en lien avec ça, etc. etc. Finalement, c'est beaucoup de réflexion, hein, ce type d'agriculture. Alors, ça peut paraître très prise de tête intellectuelle comme ça, mais au final, quand vous êtes rompu à la pratique, c'est véritablement un jeu, et c'est presque jouissif au quotidien, je dois dire. Donc, ce n'est pas une technique agricole, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'aurez compris. Donc maintenant, si on vous demande ce que c'est, peut-être que vous ne saurez pas répondre parce que là, je vous ai emmené dans tout un tas de trucs, mais vous ne direz certainement pas que c'est une technique de jardinage ou une technique agricole. C'est un système conceptuel. Ça fera sympa en soirée, ça. C'est un système conceptuel. Donc, bien sûr, quand on conçoit permaculturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on réimplante des haies, on creuse des mares, on remet des talus. En gros, on remet en place tout ce qu'on a viré lors du remembrement. C'est à peu près ça, hein, si je devais caricaturer. Toutes les bêtises qu'on a faites, on essaye de les réparer, on ramène de la biodiversité, on recrée des microclimats en installant des arbres, en recréant des mares, on capte l'eau partout où on peut. Notre job le plus essentiel en tant que designer permacole, je ne parle même pas d'agriculteur ici, c'est de faire en sorte que chaque goutte d'eau qui arrive dans le système, peu m'importe d'où elle vient, hein, qu'elle vienne de la pluie, qu'elle vienne du robinet, qu'elle vienne de votre récupérateur d'eau de pluie là, qui est connecté à votre gouttière. Chacune de ces gouttes d'eau, votre job à vous dans la conception, c'est de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps dans le système. L'eau, vous savez, c'est la ressource primordiale pour tous les êtres humains dans les années à venir et particulièrement pour nous les agriculteurs. Moi, quand j'accompagne des porteurs de projets et qui me demandent des conseils pour chercher leur foncier, ils me disent qu'est-ce que je dois regarder en premier. Alors je dis c'est assez simple. Élément numéro 1, l'eau. Élément numéro 2, l'eau. Élément numéro 3, l'eau. Élément numéro 4, l'eau. Et le 5, éventuellement le sol, si tu veux, si ça te fait plaisir. C'est vraiment essentiel. Les deux piliers de la pérennisation de la production agricole dans les années à venir, c'est l'énergie et l'eau. Et pour vous, en ville aussi, de toute façon, l'eau, ce sera déterminant. Donc, c'est essentiel dans les systèmes qu'on installe, dans les designs qu'on met en place, d'avoir un soin
obsessionnel vis-à-vis des sols, bien sûr, mais très certainement vis-à-vis de l'eau. Alors, je voulais vous parler d'agroécologie ce soir parce que vous m'auriez demandé il y a quelques années la différence entre permaculture et agroécologie. Je vous aurais dit très simplement, la permaculture d'un côté, c'est un système conceptuel, c'est comment je conçois mon système pour qu'il soit économiquement viable, environnementalement durable, etc., etc. Mais l'agroécologie, c'est complètement différent. C'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on met en place dans les fermes pour préserver la planète et produire de façon clean, on va dire, propre, bonne pour la santé des humains, bonne pour la planète. Et puis la FAO nous a sorti récemment une définition qui s'apparente très fortement à la permaculture, et elle fait de l'agroécologie finalement un ensemble de techniques agricoles, mais avec une appréhension écosystémique. Donc aujourd'hui, les agriculteurs qui vous disent « moi je vais aller vers l'agroécologie », très certainement, ils vont implanter dans leurs champs des arbres. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'agroforesterie. Donc, ils vont faire un mélange entre la production des arbres, que ce soit pour le bois, pour les fruits, pour l'aspect médicinal, pourquoi pas, et leur production primaire. Ça peut être des céréales. On peut tout à fait avoir un champ de blé dans lequel on a installé des rangées de noyers noix noires. C'est souvent une association qui est faite, ça, par exemple. En agroécologie, on va avoir ce qu'on appelle des techniques comme le semis sous couvert. Vous savez que l'aberration première pour un sol en agriculture, mais de façon générale, c'est d'être laissé à nu. Dans la nature, vous n'allez jamais voir 1 cm² de sol à nu. Si vous laissez ça à nu, il va pousser des orties, de la mousse, de l'herbe, de tout ce que vous voulez. Celles qu'on appelle les mauvaises herbes, qui sont en réalité géniales, qui sont des plantes pionnières. Mais la nature va spontanément faire pousser quelque chose pour protéger le sol. Le protéger de quoi, à votre avis? Pourquoi la nature fait pousser des trucs? De l'érosion. Quelqu'un a dit du soleil, et c'est une bonne réponse aussi. En fait, en réalité, c'est des UV. Si les UV viennent toucher le sol, qui est-ce qui est atteint? Nos fabuleux compagnons. Ne me dites pas les vers de terre, c'est mes compagnons préférés à moi, ce sont les bactéries, les bonnes bactéries du sol. Maintenant qu'on a pas mal démocratisé l'approche du microbiote intestinal et que tout le monde commence un peu à connaître ce qu'il en est, moi je fais souvent en fait le parallèle entre microbiote intestinal et la microflore du sol. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris du sol en fait. Le microbiote intestinal, on vous dit mais ne donnez pas tout le temps des antibiotiques à votre corps parce que certes vous tuez les mauvaises bactéries, mais en réalité notre microbiote, si la personne est en bonne santé, il est à 80% composé de bonnes bactéries qui vous aident à la digestion, etc., etc. Donc si vous donnez des antibiotiques tout le temps, vous évacuez les mauvaises bactéries, mais les bonnes aussi. Donc vous générez des déséquilibres. Et le sol, en agriculture, c'est à peu près la même chose. Donc en agroécologie, il y a une pratique qui dit que vous faites... Donc déjà, plus de labour, ce mot-là n'existe plus. Alors je ne suis pas contre le labour quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand on hérite d'un sol qui est complètement tassé, étouffé, etc. On peut faire de prime abord un labour pour le laisser respirer, puis après on le travaille différemment. Après on fait un petit travail de surface. Surtout, on ne mélange pas les horizons, parce que ce n'est pas du tout les mêmes bactéries qu'on va avoir en surface du sol et en profondeur. Donc les mélanger, c'est complètement aberrant. C'est comme mettre les bactéries de votre intestin dans votre bouche. C'est à peu près ça. Puis celles de la bouche dans l'intestin. En gros, ça revient à ça. Donc imaginez l'efficacité. Donc pas de labour. Un travail en surface s'il faut, un griffage, de quoi laisser pénétrer l'eau, d'accord. Mais surtout, on couvre le sol. Dans ces techniques-là, ça s'appelle la technique de semis sous couvert ou agriculture de conservation, ceux qui connaissent un petit peu ce vocable-là. Donc on ne laboure plus, on implante ce qu'on appelle des engrais verts, et dans ces engrais verts que l'on vient coucher au printemps, on implante la culture principale. La culture principale, ça peut être du blé, ça peut être du maïs, quelque chose comme ça. Et en fait, le couvert végétal, il va servir à abriter le sol de l'érosion, à éviter l'évapotranspiration, à le protéger des UV. En se décomposant, quand on va le coucher au sol, il va aussi générer de la matière organique, donc du compost, de l'humus au final. Et la culture principale, elle bénéficiera de tout cet environnement-là. Donc vous voyez, cette agroécologie, elle va utiliser cet ensemble technique. L'agroforesterie, la culture sous couvert végétal, donc les engrais verts de façon globale, elle va aussi remettre des haies, des mares et des talus. Et cette agroécologie,
elle est tout à fait praticable sur très grande surface. Là, on se défocus du petit contexte de micro-ferme dont je vous ai parlé en introduction. L'agroécologie, vous pouvez l'adapter sur une surface de 120 hectares, 200 hectares, 1000 hectares s'il faut. Il y en a des fermes en Europe, les chanceux, qui ont 1000 hectares d'un seul tenant et sur laquelle ils pratiquent l'agroécologie. Ça existe. Et on a de plus en plus de modèles dans cette veine-là. Donc, je vous ai remis un petit peu les 10 éléments que la FAO, tout le monde connaît parce que je n'ai pas défini, c'est le satellite de l'ONU qui est en charge de l'agriculture et de l'alimentation au niveau international. Donc, vous voyez tout ce qu'elle mettait comme éléments qui pouvaient définir une ferme comme pratiquant l'agroécologie. Donc, la diversité, on l'a dit, la co-création et le partage des connaissances, les synergies entre les différents éléments, l'efficience, c'est-à-dire la productivité, le recyclage au sein d'une même entité, la résilience, donc la résistance aux événements climatiques brutaux, violents, aux époques auxquelles on ne les attend pas. C'est ce qui se passe depuis 7 ans à peu près, selon les statistiques, depuis 7 ans, on n'a plus rien de normal au niveau climatique. Donc nous, en agriculture, on ne sait plus quand commencent les saisons, quand elles finissent. On peut se prendre des sécheresses au mois de février, des inondations au mois de juin, des gels tardifs au mois d'avril, des gelées hâtives au mois de septembre. On ne sait plus. C'était déjà un petit peu la roulette russe avant. Notre métier est largement dépendant, et c'est tout à fait normal, des conditions météo. Mais depuis ces 7 dernières années, tout le monde s'accorde à dire que c'est devenu très compliqué. Si on ajoute à ça la carence quasi systématique en eau, ça devient réellement complexe. Donc les valeurs humaines et sociales aussi, que la FAO a inclus dans sa définition de l'agroécologie, le respect des cultures et des traditions alimentaires, une gouvernance responsable et faire en sorte que ces entités de production vivrière fassent partie de l'économie circulaire et solidaire locale si possible. Donc voilà un exemple d'agroforesterie tel qu'on le pratiquait au Bec. Alors l'agroécologie, beaucoup vont nous dire oui, mais c'est comme l'agriculture bio. Alors d'ailleurs, c'est quoi la différence entre agroécologie et agriculture bio? Le bio, en fait, on va respecter un cahier des charges qui est fixé par l'Europe, puis par la France. La France a son propre cahier des charges, mais il y a un cadre déjà européen dans lequel on va dire on s'affranchit d'utiliser des pesticides, des herbicides. Il y a toute une liste de produits qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés. Mais à aucun moment, dans le cahier des charges bio, on vous dit préservez les sols, plantez des arbres, installez des mares, faites venir la biodiversité sur vos fermes, etc. etc. Donc c'est un petit manque qui, à mon sens, est comblé par l'agroécologie. Et c'est pour ça que l'agroécologie, de façon globale, est véritablement, en termes de pratique, l'avenir de l'agriculture. Beaucoup s'accordent à le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux scénario TIFA, qui est 10 Years for Agroecology, c'est l'acronyme qui veut dire ça. Beaucoup de chercheurs se sont mis d'accord pour dire qu'on a 10 ans à peu près pour faire changer le système de production agricole en Europe, et les seules solutions, c'est de passer par l'agroécologie, avec des piliers qui sont inchangeables, quels que soient les pays qui déclinent ce scénario. C'est moins de production animale en batterie, intensive, etc., qui génère beaucoup de carbone, pour lesquels on produit finalement beaucoup de nourriture qui n'est pas ingérée par nous en direct, beaucoup moins d'appels aux énergies fossiles, donc une agriculture beaucoup moins intensive, et beaucoup plus de production végétale. Voilà un petit peu le triptyque autour desquels les recommandations se tournent, et tout le monde dit qu'on peut encore avoir un rôle au niveau du dérèglement climatique si on se tourne vers ces pratiques-là, avec ces objectifs-là, et qu'à ce moment-là, en 2050, on pourrait éventuellement y arriver. Voilà un petit peu le scénario TIFA. Alors, l'agroécologie, vous l'avez compris, pour l'instant, je vous ai parlé d'agriculture, de cette grande agriculture qu'on va trouver en dehors des villes, qu'il s'agisse de systèmes permacoles ou agricoles à proprement parler. Je vous ai quand même parlé beaucoup de l'agriculture du milieu rural sur plutôt grande surface. Mais il est vrai quand même que l'agriculture urbaine aujourd'hui a un rôle important à jouer. Parce qu'aujourd'hui, en 2023,
et on va en reparler dans un instant, on se retrouve aux confins de plusieurs crises assez dramatiques pour les agriculteurs. Et il y a quelques éléments de ces crises sur lesquels les citoyens peuvent tout à fait avoir un impact. Vous le savez tous, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais le gâchis alimentaire, une meilleure consommation, les bons produits aux bonnes saisons, moins de viande dans les régimes alimentaires, etc., etc. Là-dessus, tous les consommateurs ont la main. Et l'agriculture urbaine, si aujourd'hui tous les scientifiques, notamment ceux de l'INRAE qui s'attellent à travailler sur cette pratique précise, tous les scientifiques s'accordent à dire, après des années d'investissement, vous vous souvenez peut-être, il y a eu des investissements mais monstrueux, des millions d'euros sur des fermes verticales, des fermes sur les toits, notamment à Paris, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas rentable, que c'est pas ça qui va nourrir les villes, mais c'est pas grave, parce que la vocation de cette production-là, pour ne pas l'appeler agriculture, mais bon, c'en est une, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Alors, quand je dis on ne va pas produire dans des conditions comme ça, si, on peut tout à fait produire des éléments végétaux très frais, par exemple, pour lesquels il faudrait avoir un flux tendu, on peut, pourquoi pas, aller les mettre sur les toits, dans des jardins partagés, sans problème. On ne va pas nourrir la ville avec ça, mais c'est quand même un complément. Soyons clairs. Mais cette production intramuros, elle ne sera jamais suffisante pour nourrir la population d'une ville, c'est évident. Pour autant, ce qui est primordial dans cette reconnexion du consommateur avec la production vivrière, c'est déjà d'éviter le gâchis. Un consommateur qui comprend le mal que se donne un maraîcher pour aller faire pousser une tomate, le nombre d'heures de travail qu'il va lui falloir, le temps qu'il faut pour faire pousser une tomate, ne serait-ce que si vous faites des tomates en pot sur votre balcon ou dans votre jardin, vous savez ce que ça représente. Eh bien, vous voyez, à chaque fois qu'on commence à être un petit peu je ne trouve pas un bon mot français, mais les Anglais ont ce mot que j'aime bien, qui est empowerment. À chaque fois qu'on retrouve en nous la puissance, le contentement de savoir faire quelque chose, je sais faire pousser mes légumes, même si c'est sur un pot, sur ma terrasse, on comprend tout le cycle et tout le mal que se donnent les agriculteurs pour nous nourrir. Et à partir de là, on se dit, bon, voilà, la tomate toute abîmée dans mon frigo, elle ne va pas partir à la poubelle ni même au compost. Je vais en faire une ratatouille, je vais en faire je ne sais pas quoi. Donc, on diminue d'autant le gâchis alimentaire. Donc, première étape, si le citoyen voit de la nourriture qui pousse pas loin de chez lui, il va se dire, voilà, il va réfléchir à 2 fois avant de gâcher. Deuxième chose, c'est purement pédagogique. Remettre simplement quelques personnes au fait de ce qu'est la production alimentaire. Moi, je me souviens, à la ferme, il y a des années, on recevait pas mal de groupes d'enfants, et beaucoup d'enfants de quartiers défavorisés de Rouen, par exemple. Il y a des enfants qui ne savaient pas du tout d'où venaient les œufs, par exemple. Ils voyaient des poules, alors on montrait les œufs dans le poulailler, ils disaient « Oh, des vrais œufs !» On sortait une carotte du sol, et c'était une découverte pour eux. Je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, mais ça a un tout petit peu progressé, pas tant que ça. Donc c'est vraiment une reconnexion à la nature dont on parle. Et puis un troisième élément, et je crois qu'on va avoir tout à l'heure des exemples d'initiatives locales qui vont nous le montrer, le fait de relier les gens autour de quelque chose qui met normalement à peu près tout le monde d'accord, c'est-à-dire la nourriture, ça crée du lien social. Ça fait qu'en milieu urbain, les gens se parlent, les gens échangent autour d'un sujet qui fait normalement l'unanimité. Manger, bien manger des choses qui ont bon goût et qui sont bonnes pour la santé, normalement tout le monde est à peu près d'accord. Il n'y a pas trop de problématiques ni de crépage de chignon politique à ce sujet. Normalement, je dis bien. Alors, pour autant, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans mon intervention, on est aujourd'hui dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, 2023, depuis peu, on est vraiment à un tournant de ce que vit notre agriculture en France. C'est très vrai en France, un petit peu moins vrai dans d'autres pays européens qui ont été moins impactés. Mais en France, qu'est-ce qui s'est passé ? Mars 2021, vous vous souvenez, confinement, Covid, confinement. Lors du confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a plein de gens qui ont commencé à tourner et chercher de la nourriture dans les fermes. Moi, j'étais encore en production à la ferme et on voyait des gens mus par un peu d'anxiété,
par le fait de je peux me faire mon laissez-passer pour sortir et aller faire un tour à la ferme, ou parce qu'ils avaient le temps de cuisiner, parce qu'ils avaient envie de bien manger, parce que ça calme le stress, etc., qui allaient dans les fermes comme ça chercher à manger. Moi, j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus avant, des gens du village juste à côté qui n'étaient jamais venus même voir le prix d'un panier ou la tête d'une salade chez nous. Et à cette occasion, ils sont arrivés. Et tous les maraîchers, on a vu ce même phénomène. Tout le monde est arrivé et nous, on s'est dit « Yes !» Les gens ont enfin compris qu'il fallait bien s'alimenter, qu'il fallait s'alimenter local, chez des petits producteurs bio, etc., etc. Donc génial. C'était le mois de mars, souvenez-vous. Donc c'est l'époque à peu près où nous, on met en culture pour l'époque estivale. Donc on a tous mis en culture à fond pour l'été qui suivait. Boum, arrive le mois de mai, le déconfinement, tout le monde repart. Donc les nouveaux repartent. Mais le problème, c'est qu'on a aussi les anciens clients qui sont repartis en même temps. Pourquoi ? Peut-être que l'angoisse dominait encore, les gens se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés par le Covid, peut-être est-ce qu'ils voulaient réserver une plus grande partie du budget familial pour le loisir, etc. L'été allait arriver, ils se disaient c'est peut-être la dernière fois qu'on va partir en vacances. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, très franchement. Mais on a tous constaté ça et tout le monde est resté avec tout ce qu'on avait mis en production sur les bras. Et là a commencé une chute à peu près inarrêtable jusqu'à ce jour. Déjà janvier 2022, on avait les chiffres de la bio qui nous disaient le marché de la bio faisait déjà moins 20%. Et la chute a continué. Se sont greffés là-dessus toutes les problématiques que vous connaissez. Suite au confinement, la difficulté d'achalandage en termes de matières premières. Et donc le renchérissement de ces matières premières. Donc dès que vous vouliez faire des travaux, dès que vous vouliez acheter un équipement, c'était plus cher, c'était plus long, etc. Donc plus difficile à avoir. Suite à ça, la crise russo-ukrainienne, donc renchérissement du coût de l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, le pétrole, tout a commencé à flamber. Et les petits agriculteurs de proximité ont commencé à accuser le coup. Le dérèglement climatique là-dessus, souvenez-vous de l'été 2022, je crois que c'est la première fois que j'ai vu le grand public réellement touché et commencer à comprendre que le dérèglement climatique, ce n'était pas une élugubration d'écolos en goguette, qu'il y avait vraiment un problème, parce que l'été a quand même été marquant, entre les incendies, la sécheresse, etc. Donc même les gens qui s'en foutaient jusqu'alors ont vraiment compris qu'il y avait un problème. Donc imaginez la souffrance des paysans pendant toute cette période-là. Ils arrivent à supporter ça, ils produisent quand même, mais c'est fatigant, c'est plus impactant, on ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait plus quand les saisons commencent, on ne sait plus quand les saisons finissent. Imaginez tous les jeunes, moi j'en ai formé pas mal, qui se sont installés il y a 2 ou 4 ans, qui ne sont pas encore très aguerris techniquement, pas bien dans leurs bottes, comme on dit dans le métier. Ils ne savent pas encore très bien comment ils vont mener leur saison et ils se prennent tout en rafale. Moins de clients, plus de charges, moins d'eau, plus de fatigue, bing, 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 bing. Et on voit petit à petit les modèles flancher. Et les installations unipersonnelles ou à deux, même parfois en couple, qui petit à petit commencent à aussi prendre du plomb dans l'aile. Alors tout ça est compliqué et ça vaut pour la petite agriculture de proximité, mais ça vaut aussi pour la grande agriculture. 2022 a été une bonne année pour le chiffre de la balance du commerce extérieur français en agriculture, c'est-à-dire qu'on a encore bien exporté nos produits agricoles, youpi, la ferme France, comme ils nous disent, mais il faut regarder les chiffres d'un peu plus près. Pourquoi on a bien vendu? On a bien vendu en montant. On a bien vendu parce que l'Ukraine ne produisait plus autant de blé, donc on s'est dépêché, nous, d'aller vendre notre blé assez cher sur des cours mondiaux qui étaient hyper élevés, donc on a fait un bon chiffre. Mais en volume, on a largement baissé. Donc on produit de moins en moins en France. Et dans quelques jours, le 8 février, je crois, les agriculteurs vont bloquer, en tout cas Paris, je ne sais pas s'ils vont le faire sur les autres grandes villes, parce qu'il y a une vraie inquiétude dans le métier. Il y a ça comme inquiétude, il y a le fait que dans les 10 années à venir, 48%, 46 ou 48%, je ne sais plus, mais on flirte avec les 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite et on n'arrive pas à renouveler les générations. Donc on renouvelle à la marge avec des personnes non issues du milieu agricole, comme moi, comme certains ici, mais ça ne suffit pas pour renouveler les générations. Et en plus de ça, ceux qui s'installent sur petite surface seuls, ils flanchent parce que c'est extrêmement difficile. Donc, il y a des solutions. L'une des solutions, et on n'a rien inventé, c'est de s'installer à plusieurs, dans des systèmes coopératifs où on mutualise énormément les frais, on se rend des services. Là, moi, je travaille sur la création d'un prototype comme ça, d'un système agraire solidaire, parce que je ne vois pas d'autres solutions pour demain installer des agriculteurs qui sont des néo-agris, qui viennent d'autres milieux et qui ne sont pas aguerris
aux réalités du monde rural et de une, et certainement pas de deux, du monde agricole, avec toutes les difficultés que ça comporte. Donc il faut vraiment réinventer cette installation collective comme un fonctionnement entrepreneurial avec une mutualisation des services rendus entre les agriculteurs et reloger ces entités vivrières dans les territoires pour assurer la souveraineté alimentaire des territoires, notamment dans le cadre des plans alimentaires territoriaux. Je ne sais pas si vous connaissez les plans alimentaires territoriaux. Voilà. Ça fait longtemps que les politiques publiques, pour une fois, ont devancé le besoin. Alors il ne faut pas dire trop et trop fort au peuple qu'on pourrait manquer de nourriture dans les années qui viennent, mais c'est une réalité. On sait tous que on n'est pas capable aujourd'hui dans les grandes villes d'avoir des stocks de nourriture pour plus de... Paris c'est 3 jours, Lyon ça doit pas être bien loin. Donc on a véritablement une problématique majeure dont le grand public n'est pas toujours au fait, pour laquelle on peut trouver des solutions, mais il faut aller vite. Il faut installer assez rapidement ces systèmes novateurs en agriculture. Alors quand je dis novateur, je vous les ai dit, on n'a rien inventé avec le système coopératif, mais là où on peut être novateur, c'est dans la façon dont on va organiser le travail agricole, de penser différemment, et puis peut-être aussi, à partir de là, penser à la façon dont on acquiert le foncier agricole. Parce qu'aujourd'hui, on s'est toujours dit, c'est l'agriculteur qui achète son foncier et qui exploite. Pourquoi pas demain penser à un système différent où sont nos impôts locaux, nos impôts fonciers, qu'on arrive à flécher et on dit moi je veux une part de cette ferme, je veux que mes impôts servent à acheter une part de cette ferme qui est sécurisée. Alors oui, l'agriculteur il sera peut-être pas propriétaire de 100% des terres sur sa ferme, mais au moins ce sera sécurisé parce que ce sera un bien d'État entre guillemets. Et ça n'a rien de rétrograde à mon sens que de dire ça, c'est vraiment une réalité pour pouvoir sécuriser le foncier agricole dans les années à venir. Alors sur les histoires de souveraineté alimentaire, il y a des gens qui travaillent très bien. Moi j'aime beaucoup les greniers d'abondance. Vous irez voir leur rapport qui s'appelle « Qui veille au grain ?» dans lequel il y a toutes leurs préconisations sur les façons, les différents scénarios et façons d'assurer la souveraineté alimentaire des territoires. Voilà en grand speed ce que je voulais vous dire, mais tout n'est pas perdu puisque nous avons encore quelques questions, puis après vous pourrez poser vos questions aussi. Il y a des acteurs locaux qui vont se présenter. Je voulais juste vous rappeler qu'on avait mis dans tout ce qu'on a vécu dans l'histoire de la ferme du Bec et Loing pendant toutes ces années, on l'avait condensé dans ce livre « Vivre avec la terre ». Mais aujourd'hui, tout ce qui est inclus dans ce livre, encore une fois, il faut l'utiliser pour créer des systèmes collectifs, collaboratif et performant. Voilà en guise d'introduction. On peut l'applaudir. Merci Perrine pour cette présentation au cœur de la permaculture. Alors, on a vu la réussite, l'exaltation, la démonstration, et puis l'inquiétude, le doute qui naît et en même temps l'espoir avec des nouveaux systèmes qui vont pouvoir faire appel à des techniques ancestrales à nouveau, mais qui sont en train d'émerger et que toi tu portes. Moi je voudrais revenir sur, toujours dans cette idée de résilience, la thématique de notre numéro qui est une des raisons pour laquelle on t'a invité aujourd'hui à cette conférence. Au sein de la ferme du Bec et Loing, pour travailler sur cette logique de résilience et donc pour amortir les chocs, et l'un des plus importants en ce moment, le choc climatique, le choc de la biodiversité, vous avez réussi à créer des forêts-jardins chez la ferme du Bec et Loing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ces forêts-jardins, c'est quoi? Comment elles pourraient justement en milieu urbain apporter une solution multi-usage aux crises que nous sommes en train de vivre? Peut-être si tu peux nous détailler cet exemple, je trouve qu'il est assez remarquable. Oui, tu as raison. Moi, c'est aussi ce qui m'a le plus marqué de l'apport des techniques que l'on peut intégrer dans un cadre permaculturel, des techniques agroécologiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous ai parlé du fait d'intégrer des arbres dans un champ de céréales, par exemple. Mais la forêt-jardin, c'est vraiment un système technique que moi, j'aime beaucoup. C'est le fait d'avoir une forêt, en tout cas la réplique d'une forêt à l'état naturel, installée dans la ferme. Et à la place d'arbres feuillus tels qu'on connaît, les chênes, les frênes, etc., on n'a que des arbres qui vont donner à manger
qui vont donner du bois d'œuvre, qui vont donner du bois matériau, du bois médecine. Alors quand je dis bois, en fait on a différentes strates dans une forêt-jardin, donc on a des strates hautes, des strates basses, des strates d'herbacées, des strates de buissons, etc. Donc on a un panel possible de production hyper intéressant. Et ce qui est d'autant plus fascinant dans ce système, c'est que vous, encore une fois, en tant que designer permacole, vous le mettez en place, vous le concevez. Alors un design, une conception de forêt-jardin, c'est hyper long, parce que c'est très technique. Il faut connaître chacun des sujets que vous implantez et savoir avec quels voisins ils vont bien s'entendre, avec qui ils vont compenser, etc., etc. Mais une fois que ce système-là est installé, entre guillemets, il vit sa propre vie. On va dire qu'au bout de 5 années, vous avez désherbé le plus gros, et après, c'est littéralement une forêt qui va se développer. Vous allez avoir des zones d'ombre qui vont se créer, des végétaux qui vont moins produire qu'ils ne le faisaient au début, et vous avez une succession comme ça dans ces fameuses guildes, ces associations de végétaux, qui font que vous assurez une quasi-autonomie du système. Vous, vous êtes l'initiateur, et après, le système vit par lui-même. Et la productivité est au rendez-vous. Certainement pas de la même façon qu'un verger classique, tu sais, en ligne, hyper dense, où on taille beaucoup, on intervient énormément. C'est pas la même productivité, mais c'est pas le même but non plus. On demande beaucoup de fonctions à cette forêt-jardin. On lui demande de jouer le rôle de brise-vent. Pourquoi pas brise-vue parfois si on a une verrue à côté de chez nous. Ça peut être un brise-pesticide, pourquoi pas si on sacrifie quelques arbres en lisière. Ça apporte de la biodiversité, ça apporte de la matière organique, ça maintient les sols, ça va chercher des minéraux et des nutriments bien profonds dans les sols, ça évite l'érosion, ça évite les inondations. Les fonctions sont infinies quasiment de ces systèmes de forêt-jardin. Et c'est vrai qu'on pourrait en avoir plus, y compris en système urbain. La difficulté, c'est que la plupart du temps, les Comcom ou les mairies qui sont en charge de l'entretien n'aiment pas trop avoir du fruitier dans les villes parce que ça s'écrase au sol ou les gens vont aller casser les arbres pour cueillir. Mais je pense que c'est en train de changer ça quand même. C'est en train de, ça bouge un peu là-dessus. Ça bouge un petit peu, mais je pense qu'il faut accompagner de plus de pédagogie et pas juste laisser aux salariés de la Comcom en charge des espaces verts la charge de ce truc-là. Il faut un mouvement commun par rapport à une coordination. Exactement. Et donc pour aller peut-être encore plus loin, et pourquoi pas imaginer des centaines, des milliers de forêts-jardins dans toutes les villes, métropoles de France. Nous, au Bec, on en avait installé une qu'on appelle le mini forêt-jardin sur moins de 300 mètres carrés. Donc tu peux tout à fait imaginer, sur toute petite surface, intensifier énormément. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour l'entretien, certes, mais un collectif d'habitants ou une association peuvent tout à fait s'occuper de cette gestion. Et avec cette logique aussi de reconnecter les citoyens à la nature, à l'agriculture, et de renouer ce lien qui était évoqué tout à l'heure. Oui, même si on n'est pas dans des productions, en tout cas pharaoniques, le but, c'est encore une fois une pédagogie forte. En milieu urbain, on veut que les gens se souviennent qu'effectivement un arbre, ça peut produire du fruit, que la pomme, elle ne vient pas du supermarché. Ça, c'est le petit clin d'œil pour les enfants qui ne savaient pas d'où venaient les œufs tout à l'heure. Mais aussi, il faut bien expliquer aux urbanistes qu'on n'a jamais à ce jour inventer meilleur radiateur et climatiseur que l'arbre. Et ça, c'est un point extrêmement important dans le contexte dans lequel on est. Microclimat pour faire face aux îlots de chaleur, notamment dans les villes. On reste en milieu urbain. Et là, ça va être un gros souci énorme. Et donc là, encore un autre volet de résilience qui peut être apporté par cette illustration. Et il y en a d'autres en permaculture, mais en voici une. Tout à fait. Autre volet peut-être de résilience, si on file un petit peu sur cette question qui est vraiment une des réponses apportées par la permaculture, la question de l'autonomie et du modèle économique. Tu l'as évoqué tout à l'heure, avec la logique du bec et loin. Et comment on peut, dans le contexte précisé, récent, vers quoi on peut aller aujourd'hui, les agriculteurs, pour le modèle économique, pour ne plus être aussi dépendants, endettés, et en même temps dans un contexte pas simple, tu l'évoquais, où l'agriculteur a peine à gagner sa vie, s'endette encore. Comment on fait finalement? C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais il y a quand même des solutions qui sont pas faciles à mettre en place pour ceux qui sont déjà pris dans l'engrenage de l'endettement, je change mon pulvé tous les 2 ans parce que j'ai une nouvelle subvention européenne, donc c'est dommage de la louper, je vais prendre cet argent-là et m'acheter un plus gros pulvé, etc., etc. Mais ceux qui sont suffisamment lucides pour changer leurs pratiques,
parce qu'ils voient l'état de leur sol, parce qu'ils voient le manque d'eau arriver, parce qu'ils voient le manque de productivité s'aggraver d'année en année, ceux-là qui sont en réflexion vont se dire, bah, écoute, il vaut peut-être mieux qu'à un moment donné, je fasse moins de labour, donc je fasse moins de passages de tracteur, donc je mette moins de pétrole dans mon tracteur. En termes de charge d'exploitation, ça va me coûter moins cher que de passer tout le temps. Donc je vais changer ma pratique et tout de suite, économiquement, ça va avoir une résonance. Et petit à petit, ces gens-là vont rentrer dans une logique pour laquelle il sera difficile de revenir en arrière. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les pratiques agronomiques, petit à petit, vont réussir à faire une culbute économique aux producteurs, même si la réalité, c'est que quand on change de système, c'est-à-dire un agriculteur conventionnel qui passe d'un terrain à nu labouré à du jour au lendemain, je mets des engrais verts, je fais du semis sous couvert, clairement, il va avoir une perte énorme de rentabilité. Les 3 premières années, il va peut-être passer de 120 quintaux hectares, s'il fait du blé, à 80. Parce qu'il va avoir des ravageurs, il va avoir des limaces, des mulots qui n'existaient plus. L'écosystème était complètement à ras des pâquerettes, il ne se passait plus grand-chose. Et là, toute la vie revient. Et avec la vie, reviennent en premier les ravageurs, parce que les ravageurs sont des colonisateurs des terrains qui reprennent vie. Donc ça, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à le gérer, et peut-être que là-dessus, les aides publiques peuvent aider à passer ce cap, à aider à cette transition qui prend, 3 ans à peu près. Et là, pour l'aide à la transition vers des pratiques vertueuses, peut-être qu'on peut aider. Et puis, il y a un autre nœud. On l'a dit, dans le cadre des plans alimentaires territoriaux, il faut assurer la souveraineté alimentaire des territoires. Peut-être qu'il faut être plus incitatif aussi pour dire à ces grandes fermes, plutôt que d'aller exporter votre blé, alors par chez nous, c'est via le port de Rouen, le port du Havre, et oups, ça part à l'export bien loin, et bien peut-être qu'on vous aide à installer un petit labo de transformation locale, que vous installez un paysan boulanger, que vous refaites du pain. Aujourd'hui, on est dans cette crise pour les boulangers de crise de prix de la farine, etc. Et de l'énergie. Ça peut être une des solutions aussi de pousser à revaloriser en local. Aujourd'hui, on a plein de subventions pour faire ça, mais on va dire on n'a pas l'accompagnement technique pour le faire. Or, les agriculteurs sont tellement toujours sur le fil du rasoir économique, sauf les très très gros. Eux, ils ont les fonds PAC et ils s'en sortent très très bien. Mais sinon, l'agriculteur moyen lambda en France, il est toujours économiquement un peu sur la tangente. La question de la formation, quelque part, que tu es en train d'évoquer, et de l'accompagnement, par les pouvoirs publics ou autres, mais en tout cas, la question de la formation, ça c'est un point au Bec et Loin que vous avez exploré. Il y a eu, je crois, plus de 5000 personnes formées. Oh, plus que ça. Même, ouais, encore davantage. Ouais. Alors aujourd'hui, les formations pour les professionnels n'existent plus. Il n'y a plus que des formations au jardinage. Mais par chance, beaucoup ont pris le relais. On a vu dès 2018 les BPREA, donc l'enseignement public agricole, dans le cadre ce qu'on appelle le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, mettre en place des modules permaculture, des modules agroécologie, ou en tout cas certainement agriculture bio, parce qu'ils sont pas naïfs. Dans ces entités-là, ils savent très bien que les gens qui sont recrutés aujourd'hui pour devenir les agriculteurs de demain, c'est plus les fils et filles d'agriculteurs. C'est ces fameux néo-agri qui viennent des villes et qui sont très attirés par la permaculture, par l'agroécologie, par des pratiques vertueuses. Ils n'ont pas les mêmes attentes que les autres, que ceux d'avant, que la génération d'avant. Et là, il y a aussi cette logique de petite ferme, peut-être un souhait de faire les choses autrement. Alors c'est vrai que cette logique de petite ferme, avec tout ce que je vous ai dit, je pense qu'on est peut-être arrivé à bout du modèle. Enfin, quand je veux dire à bout du modèle, on est arrivé au bout du modèle où ces fermes vivraient seules. Il faut véritablement qu'elles vivent en symbiose avec d'autres. Il faut réussir à mutualiser les coûts. Il faut réussir à mutualiser une partie du travail. Sinon, c'est trop lourd et on voit malheureusement beaucoup d'échecs avec tout ce que je vous ai cité tout à l'heure comme contexte vraiment, vraiment complexe. Il y a un autre nœud dans notre métier, c'est la logistique par rapport à la commercialisation. Et c'est aussi la formation, tu le disais, de personnes qui viennent d'autres milieux, qui ne sont pas au fait de ce que représente toute une année de culture dans les champs, comment assurer la transition entre l'été et l'hiver, comment mettre en culture correctement dès le mois d'août pour avoir ce qu'il faut à manger au mois de février, au mois de mars, ça c'est très, très complexe. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de lieux qui vont aider à former des gens toute l'année. Alors on a pas mal d'associations qui ont pris des initiatives intéressantes comme Sol, qui emmènent des gens en circuit de compagnonnage, donc ils vont de ferme en ferme pendant 6 mois à peu près pour aller voir comment ça se passe. Mais ce qu'il faudrait, c'est véritablement une formation à l'année qui allie théorie et pratique sur une ferme. Et là, une ferme-école.
Une ferme-école, exactement. Là, il y a une association qui est en train d'émerger qui s'appelle Cultive, qui a pour ambition de faire ça, et c'est tant mieux, parce que ça manque en France. En fait, on manque de lieux pour former en masse, entre guillemets, les futurs maraîchers. Là, je parle bien de maraîchage, mais ça vaut pour toutes les autres pratiques. Hein. Et donc là-dessus, ça veut dire qu'il va falloir accélérer, former davantage, aller chercher des budgets sur ces questions. Et toi, au niveau de la ferme du Bec et Loin, comment tu vas travailler aussi à cette dynamique? Alors moi, j'interviens plus du tout. Hein. Je suis plus à la ferme. Moi, j'interviens au contraire à l'extérieur, parce que le fait de déployer à l'extérieur, finalement, tu es plus efficace. Quand tu es concentré sur un lieu, finalement, tu travailles pour ton lieu, mais l'efficacité à l'extérieur, elle est mineure. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est déployer des gens et des réseaux qui vont être en capacité de former, qui grâce à leur bagage technico, agronomico, en ce qui me concerne juridico-administratifs, vont être capables d'appréhender toutes les problématiques de l'installation agricole et de déployer des projets qui vont pouvoir, eux, être copiés, disséminés un petit peu partout. Et des projets, comme je le disais tout à l'heure, plutôt collectifs, parce qu'il n'y a guère que comme ça qu'on assurera la survie de ces nouveaux agriculteurs. Pour terminer notre échange, avant de passer la parole à la salle, je voudrais revenir sur une initiative sur laquelle tu es en train de travailler en ce moment, qui s'appelle Adopte ta ferme. C'est un pacte entre les entreprises et les agriculteurs. Tu veux remettre l'agriculteur en lien avec les gens. C'est ce que tu me disais pour préparer cette rencontre, qu'aujourd'hui ce lien est cassé et comment on le recrée. Je trouve cette initiative particulièrement louable et positive. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Elle participe à la dynamique de résilience qu'on discute depuis tout à l'heure. Oui, Adopte ta ferme, c'est une idée que j'ai eue. Alors, il n'y a rien d'installé, il n'y a pas de site internet, c'est pas une start-up, c'est juste une idée que je soumets aux entreprises et aux agriculteurs pour dire, vous qui êtes dans le même village, la même ville, ou en tout cas dans les mêmes 30 kilomètres, mettez-vous en lien. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a de telles difficultés à vendre nos produits, nous, les agriculteurs bio ou ceux qui travaillent en proximité? C'est parce que la plupart du temps, les consommateurs méconnaissent notre travail. Et il y a un fossé dans la société française qui s'est creusé entre la société civile et les agriculteurs. C'est pas que les agriculteurs soient pas aimés des citoyens. Souvent, il y a même une certaine affection, mais une méconnaissance. Or, quand on ne connaît pas, on ne protège pas. Donc mon ambition, c'était de se dire, si les personnes qui travaillent dans les entreprises, qui étaient sans doute nos clients avant, ceux dont je vous ai dit qu'ils avaient disparu là après le déconfinement, on ne sait pas où ils sont passés, mais au quotidien, ils sont quelque part, ils bossent quelque part donc dans leur entreprise. Donc mon idée, c'était de dire, allons les rechercher dans leur entreprise et faisons ce lien, un petit peu un parrainage, si vous voulez, entre l'entreprise et l'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il a du mal à vendre ses produits, donc il va aller voir l'entreprise. L'entreprise, plutôt que de financer je ne sais combien, par le biais de son comité d'entreprise, je ne sais combien de week-ends de saut à l'élastique, bon, elle peut bien mettre 2 € sur un panier de légumes de temps en temps. Et inversement, on nous dit que les salariés dans l'entreprise, leur rêve numéro 1 aujourd'hui, c'est une reconnexion à la nature. Et allez hop, on emmène tout le monde en réunion à la ferme, et puis on fait un peu de team building dans les champs, ça va changer. Et de fait, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre deux parties de la société, non pas qui ne s'aiment pas, mais qui aujourd'hui ne se connaissent tout simplement pas. Et quand on connaît, encore une fois, non seulement on protège, mais on va vers l'autre et on fait participer l'autre. Et du coup, je vais lancer cette initiative Adopte ta ferme. Donc si vous connaissez des entreprises ou si vous-même vous êtes maraîcher, allez taper à la porte de l'entreprise. Est-ce que tu veux être mon parrain? Parce que moi, j'appelle de mes voeux cette espèce de réconciliation sociétale qui me fait tant de peine, cette fracture, ce schisme fait tant de peine depuis des années. Finalement, on a l'impression que les citoyens, qui pour certains sont en difficulté, je le concède, mais vivent à côté des agriculteurs qui sont en grande difficulté. Pour rappel, c'est pas pour plomber la soirée, mais en France, aujourd'hui, en 2023, on a quand même un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Je ne vous parle pas ici des petits paysans indiens étouffés par Monsanto, on parle de la France. Tous les 2 jours. Donc il y a une grande misère psychologique notamment dans notre métier. Et si on opérait cette réconciliation, ne serait-ce qu'humaine, on gagnerait beaucoup.
On gagnerait beaucoup. Eh bien, en tout cas, c'est un beau projet et moi, je suis ravi qu'on puisse le parler. Merci Perrine. On va poursuivre avec la salle. On a 3 acteurs, et plus que ça même, puisque on a 3 acteurs à qui on va donner la parole. On va vous passer un micro, notamment la ferme de la Source Dorée. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ils sont juste devant, voilà, merci. Bonjour, Bonjour. on va vous laisser vous présenter d'abord dans un premier temps. Bonjour. Alors moi je suis Nathalie, cofondatrice de la Source Dorée. Nous sommes des bébés bec et loin. Donc on était là dans les démarrages des formations bec et loin. Et puis Perrine et Charles nous ont beaucoup inspirés. Et on pense toujours à eux. D'ailleurs, je cite souvent Perrine comme quelqu'un qui inspire beaucoup la ferme de la Source Dorée. Donc la ferme de la Source Dorée, c'est plus qu'une ferme, puisqu'il y a aussi un restaurant bio dedans, il y a de l'hébergement, etc. Et j'annonce un peu en scoop qu'on abandonne cette partie touristique pour se reconcentrer encore plus sur la partie ferme. Donc, j'ai vraiment apprécié ton intervention, parce qu'on revient vers l'idée de faire plus de collectifs, de développer effectivement quelque chose de beaucoup plus coopératif, avec différents types d'ateliers et des entraides et des soutiens, de façon à avoir quelque chose qui tienne la route et que ça ne repose pas que sur quelques-uns qui n'ont pas de week-end, n'ont pas de vie, n'ont rien, etc. Donc ça vous parle ce que vous venez d'entendre, Complètement. vous êtes dans cette mutation. L'adopte à ferme, c'est aussi dans notre idée, c'est-à-dire, alors je ne pensais pas adopte à ferme, mais j'adopte le slogan. L'idée pour nous, c'est aussi de dire, on va aller chercher des entreprises, on va aller chercher aussi des acteurs locaux pour soutenir leur ferme localement, donc pour qu'ils contribuent à leur ferme. Donc nous, on est très ouverts, on a créé un éco-circuit pour que les gens viennent visiter, on est très très ouverts dans la démonstration. Aujourd'hui, j'accueille encore des porteurs de projets sur des projets agricoles. Je suis accompagnée de certaines personnes qui ont créé une association qui s'appelle Perma-Lyonnais, donc qu'on accueille sur la Source Dorée pour que les citoyens aussi s'emparent de cette vraie révolution pour moi qu'est la permaculture, cette approche systémique des problématiques. Donc on est vraiment dans cette tendance-là. Je suis effectivement, tous les constats qu'a évoqués Perrine, on les partage. Toute cette difficulté, on la partage. Toute cette envie de faire sortir la ferme, ou l'image de la ferme aussi, et d'utiliser aussi les fermes comme des moyens de se reconnecter à la nature et de redécouvrir les savoir-faire et de reconnaître aussi le travail qui est derrière. Il y a plein de choses effectivement pour lesquelles il y a eu beaucoup d'échos. En plus, là, on est en train de finir sur la Source Dorée 2.0 pour aller vers 3.0 purement agricole. Et aussi cette volonté de transmission. Donc, on est complètement en phase. Donc, résilience pour justement pouvoir transmettre aussi. Et juste pour bien qu'on comprenne encore plus qui vous êtes basé où précisément? Combien vous êtes? Périurbains. Combien vous vous êtes? On n'a pas la aussi chance d'être soutenu par la métropole parce qu'on est dehors. Donc on est juste à la porte, mais on est juste à côté de l'Arbrelle, donc à Saint-Pierre-la-Palue. Donc dans le périurbain, on fait partie de ces potentielles fermes de couronne lyonnaise. Quelle superficie, s'il vous plaît? On a 7 hectares. 7 hectares. Vous êtes combien à travailler sur la ferme? En temps plein, on est 3. Et vous existez depuis combien de temps? On a créé la Source Dorée il y a 12 ans, mais elle s'est développée au fur et à mesure dans un processus agro-touristique. Et puis maintenant, avec tous les volets que vous avez évoqués. Oui, avec le fait que maintenant on arrête aussi la partie touristique. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, vous avez préparé une question pour Perrine? Et oui, mais je me suis demandé, mais pourquoi donc la ferme du Bec et Loin se consacre maintenant à la recherche? La ferme ne produit plus depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Moi, je suis partie de la ferme, je n'y travaille plus, je n'y vis plus, donc nous nous sommes séparés en fait. Mais c'est pas du tout à cause de la crise ou quoi, hein, c'est vraiment une histoire personnelle. Et il a fallu que la ferme se réinvente, moi aussi. Et je pense que de toute façon, la vocation de cette ferme, dès lors qu'il n'y a pas de reprise familiale, c'est de continuer à être un laboratoire d'expérimentation. Donc voilà.
Merci. Avant de poursuivre avec d'autres acteurs locaux, on a une question en ligne, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on est aussi en visio à l'ère 2.0 ou 3, je ne sais pas. Il y a des gens qui posent des questions derrière, et je la partage en même temps avec Perrine. On me demande, ça c'est Xavier Landau, combien de personnes faut-il raisonnablement pour exploiter 1000 m² utiles en permaculture, et il complète sa question en disant quelle est la surface minimum viable. Voilà, je voudrais qu'on puisse lui donner quelques éléments. Il faut lire le rapport de l'étude qu'on avait faite, hein, donc qui date de 2015, mais les chiffres, à mon sens, sont toujours d'actualité. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la commercialisation. Mais notre hypothèse sur l'étude, c'était 1000 m² cultivés égale une personne à temps plein qui peut générer un revenu, si la personne est très aguerrie, si ses jardins sont bien préparés, jusqu'à 2000 €. Tu vois. Donc ces chiffres-là sont toujours vrais. La difficulté que j'ai décrite tout à l'heure, inhérente à la commercialisation et à la charge de travail, plus on peut dire la charge mentale aussi, hein, avec les différentes crises, c'est autre chose. Mais agronomiquement parlant, ça produit toujours, et derrière, ça produit toujours autant de légumes. Bonne nouvelle donc. Deuxième acteur local, après la ferme de la Source Dorée, l'association Ostara, qui est avec nous et qui va se lever, s'il vous plaît. Bonjour. On vous laisse vous présenter. Bonjour et merci pour cette conférence. C'est vraiment, on n'entend pas ça tous les jours. Ça fait du bien quand on est dans le métier, je pense. Et encore, moi je suis pas dans le côté rural, je suis vraiment dans le côté urbain. Donc je représente l'association Ostara. Nous on a 300 m², même pas. Mais dans le 9e arrondissement de Lyon. Donc je pense qu'on peut pas avoir beaucoup plus à part la ferme Perrault qui est à Lyon et qui a son terrain depuis très longtemps. Donc nous en fait on est un jardin plutôt pédagogique et expérimental. À la base le principe était de produire et puis on a eu aussi la chambre d'agriculture qui nous avait dit faut que vous soyez assurés pour vendre à des restaurants, etc. Donc on est plutôt parti dans l'expérimentation de cultiver sans arrosage. Donc on me prend encore pour une folle aujourd'hui, mais oui c'est possible et vous pouvez venir le voir dans le 9e. Il y a des loupés aussi, je dis pas qu'on est à 100% efficace, mais pour moi voilà les jardins urbains, comme vous l'avez dit, je pense que c'est plus pour de la pédagogie et justement pour recréer du lien avec les producteurs. Et ça peut être aussi des petits laboratoires, je pense, vu qu'on n'a pas le souci de la rentabilité, donc de pouvoir tester d'autres techniques qui paraissent complètement folles, mais qui peuvent marcher. C'est aussi notre principe. Et de pouvoir aussi les s'aimer, je trouvais que c'était très important de dire ça. Surtout, j'actionne pas mal dans des quartiers prioritaires où justement j'ai eu des petits qui m'ont dit comment on plante du sel, ou alors que les poissons ils sont tous carrés et pas nés quand on les pêche. Donc je pense que c'est ça aussi un petit peu l'importance d'aujourd'hui, surtout avec les enfants, pour leur donner envie d'aller à la campagne. Et puis il y a aussi le souci de savoir comment faire pour faire le lien entre les acteurs permaculture à la campagne et puis ceux qui sont en ville. Et puis moi, la question que j'avais pour vous, c'est que j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire comprendre que la permaculture, ce n'est pas que de l'agriculture, que ça peut être approprié à plein de projets. Aussi, j'ai travaillé aux espaces verts et j'ai vu qu'il n'y avait pas cette compréhension de sol vivant, de sol couvert, etc. Et pour moi, c'est une des priorités aujourd'hui de mon métier en zone urbaine, d'aller sensibiliser les promoteurs, les architectes, les espaces verts. Mais c'est encore compliqué et je voulais savoir si vous l'aviez déjà fait et comment vous approchiez ce type d'acteurs-là pour que vous puissiez les approcher, les sensibiliser. Alors, on t'écoute Perrine, quid de Bonne question, de l'approche. On a eu à la ferme pendant toutes ces années nombre de collectivités, d'entreprises qui sont venues nous voir. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui s'appelle la perma-entreprise, emmené par Sylvain de l'entreprise Nord6, que je connais bien, qui font un super travail pour sensibiliser les entreprises au principe de la permaculture. Donc on ne parle pas du tout ici de faire un jardin pour les salariés, hein, c'est vraiment
appliquer les principes de la permaculture à l'entreprise, et ça va loin leur histoire, hein, et c'est souvent pour ça qu'ils n'arrivent pas à développer, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à dire aux actionnaires renoncer à une partie de vos dividendes pour pouvoir les réinvestir dans des trucs vertueux, donc ils vont assez loin dans la pratique. Donc ça se développe, moi c'était un peu mon rêve, hein, que les principes de la permaculture soient appliqués à l'économie. Et puis ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une première avec la ville de Lyon, et appliquer les principes de permaculture au fonctionnement de la collectivité. Il m'entend, hein, il est sur ses SMS, mais il l'entend. Et moi, je vais venir, on va faire tout un audit, un état des lieux, en disant, voilà, comment est-ce qu'on fait au niveau des services de la ville, comment est-ce qu'on fait au niveau de l'urbanisme, pour mettre en place des règles et se dire aujourd'hui, chaque construction de bâtiment, chaque initiative ne doit pas être décorrélée d'une autre intervention, d'une autre fonctionnalité, comme dans la permaculture. Il est hors de question aujourd'hui de donner un permis de construire pour, je sais pas, faire des logements sociaux sans penser au recyclage de l'eau, au fait d'utiliser le moins d'eau possible, le moins d'énergie possible. Alors ça, on le sait avec les normes dans le bâti, mais tout ça, ça doit être en corrélation avec le parc qui est à côté, où on va aller jouer les enfants, l'école, etc. Tout ça, c'est un microcosme et un écosystème qui doit vivre ensemble. Et cette appréhension-là d'aménagement de la ville, d'aménagement du territoire, elle doit se faire de façon holistique et systémique. Et il faut des candidats pour vouloir y aller. Donc on va le faire à Lyon, c'est promis. Alors, autre acteur qui est avec nous ce soir, engagé ici sur le territoire lyonnais, le Page Jardin, une association qui travaille notamment sur le lien social aussi. Pas que, effectivement. Pas que, notamment. On vous écoute peut-être. On vous laisse vous présenter d'abord. Oui, donc je suis Paola Barry, la directrice du Page Jardin, une association qui fête ses 25 ans cette année. Donc je pense que les fondateurs, dont certains sont parmi nous ce soir, étaient assez pionniers sur cette question de l'accompagnement des jardins partagés. Donc Gauthier Chapuis citait 50 jardins partagés sur la ville de Lyon, c'est près de 200 à l'échelle de la métropole, donc ça commence à faire une surface importante. Donc nous, notre association, effectivement, on accompagne la création de jardins partagés, que ce soit le fait de citoyens, de collectifs de citoyens, ça peut être aussi en entreprise, de bailleurs sociaux, de collectivités. Et je pense aussi que le Page Jardin est aussi bébé du Bec et Loin, puisque dès 2014, en fait, une partie de l'équipe s'est formée auprès de vous. Et qu'ensuite, je pense que cette formation a irrigué un peu toute la manière dont on pense les accompagnements des jardins partagés, que ce soit dans l'accompagnement sur place des collectifs, que ce soit dans les formations qu'on propose avec une formatrice qui est ici ce soir autour des concepts de forêt et jardin. Et puis, on accorde aussi une attention aux collectifs, puisqu'on a aussi des séances d'analyse de la pratique pour les jardiniers, puisque vous le disiez, le collectif est enrichissant, mais pas toujours évident. Donc, on consacre aussi du temps à ça. Je retiens votre idée, là, adopte une ferme. Alors, on va peut-être faire adopte un jardin. Et également aussi, quand vous parliez d'être en contact avec les entreprises, faire du team building. On a essayé pour creuser une mare, ça marche super bien. Donc, c'est des choses, je pense, à amener dans les jardins aussi. Est-ce que vous avez une question pour Perrine ? Oui, moi vous parliez d'accompagnement de porteurs de projets auxquels vous consacrez maintenant. Est-ce que vous accompagnez des projets sur des toutes petites surfaces en milieu urbain très contraint? Je pense contraint parce que les jardins partagés en milieu urbain, on est quand même très contraint sur la question des ressources, la paille, le compost. Je ne parle même pas du fumier. Donc il y a quand même des contraintes importantes. Donc est-ce que vous avez cette expérience-là et qu'est-ce que vous en tirez? Alors c'est pas le genre de choses que je fais au quotidien, mais je le fais bénévolement. En ce moment, je le fais pour la ville de Bernay, dans laquelle j'habite, par exemple. Et je suis toujours saisie par le manque de créativité et d'imagination, en fait, par rapport à des ressources qui sont en place, qui parfois sont évidentes. Pour vous donner un exemple, la ville m'avait emmené faire un tour de site. Nous, c'est une ville de 10 000 habitants. Vous voyez, c'est pas bien grand, donc il y a encore quelques espaces verts. Mais beaucoup ont été bétonnés, en tout cas partiellement. Un endroit, par exemple, c'est un ancien camping où on avait fait des emplacements pour camping-car, donc c'était bétonné. Un autre endroit, c'est en pleine rue principale, avec une ancienne boulangerie qui a été détruite. Ça fait des années, c'est une friche, mais il y a quand même une dalle de béton, puis sans doute des pollutions en dessous.
C'est très simple, mais cet endroit-là, qui est à même pas 50 mètres à pied de l'entrée du marché, qui est un beau marché le samedi matin, c'est l'endroit pour mettre une zone de compostage et sensibiliser les gens. Alors tout de suite, je leur dis, c'est simple, à la fin du marché, de toute façon les rues sont bloquées, à la fin du marché, d'habitude, c'est les machines qui arrivent pour nettoyer. Là, vous faites venir la carriole à cheval, gling gling, un coup de cloche, tous les gens descendent, mettent leur seau avec leurs déchets végétaux, et puis ça fait toute une animation, une sensibilisation. Comme c'est facile, on peut retourner à l'endroit de compostage avec les composteuses modernes, certes électriques, en tout cas ou à moteur. On n'a plus de problème de rats, de machin comme ça, donc on peut avoir un bon compost que les jardiniers peuvent reprendre après. Il y a toute une créativité, encore une fois, une appréhension systémique de tout un tas de petites choses, de petits actes dans la ville qui en plus créent du lien avec les gens. Donc en résumé, non, pour répondre à la question, je ne fais pas ça au quotidien, mais j'ai 3 milliards d'idées, parce qu'en permaculture, dès qu'on commence à réfléchir, il y a tout un tas d'idées qui éclosent. Donc on peut en parler. Alors, dernière partie de notre soirée, les questions libres de la salle. Vous êtes peut-être agriculteur, porteur de projet ou juste citoyen qui avait envie d'en savoir plus. Est-ce que vous avez des questions à poser à Perrine? Voilà, je vous invite à lever la main, on va vous passer. N'hésitez pas à vous lever, s'il vous plaît. C'est pas juste pour vous embêter, c'est parce qu'il y a une caméra. Pas de sinon souci. On vous verra pas. Et si vous pouvez juste vous présenter. Je me présente, je m'appelle Daniel Saintas, je suis président d'une association qui a l'ambition de créer des forêts-jardins à proximité de la métropole lyonnaise, tout près d'ici à 10 km, mais c'est dans l'Ain, à Néron. Et nous avons pour cela créé une association qui s'appelle Fort pour demain, FORTS. Pourquoi fort? Parce que nous sommes autour d'un ancien fort militaire et ce fort militaire nous servira effectivement de base pour créer un tiers-lieu où nous mêlerons l'économique, le social et bien sûr la permaculture. Moi je pratique la permaculture depuis plus de 10 ans. Je connais tout de ce que fait le Bec et Loing, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Et je me suis aussi inspiré de bien d'autres possibilités. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on a mis notre projet, on a mis l'enfant au centre du dispositif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons essentiellement à planter des arbres avec les enfants des écoles de notre canton d'abord, mais nous commençons à nous ouvrir à des demandes venant de la métropole de Lyon pour planter des arbres. Alors nous existons depuis 2 ans et demi, et puis nous avons planté en 2 ans et demi 760 arbres fruitiers sur une surface totale de 3 hectares. Ça veut dire qu'on a de la place et qu'on peut effectivement avoir un projet ambitieux pour une dizaine d'années. Et pour cela, eh bien, écoutez, dans la salle, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, eh bien, on peut, par les transports en commun, faire les 10 km qui nous séparent pour sortir de la ville et être à la campagne. Mais bon, c'est quand même une campagne qui n'est encore pas tout à fait celle qu'on connaît 10 km plus loin. Mais en tout cas, voilà, moi je vous présente le projet tel qu'il est, tel que nous l'avons mené. Et pour ce faire, eh bien, nous avons d'abord misé sur l'intergénérationnel en second. À savoir que ce sont les retraités, les gens qui ont déjà des compétences en matière de nature et d'environnement, qui vont prendre en charge les activités avec les enfants. Donc ça suppose effectivement en amont un gros travail pédagogique avec les écoles, avec les enseignants, avec tout ce système. Mais une fois que c'est en place, eh bien, c'est du bonheur pour tout le monde. Voilà. Bravo pour votre initiative. Pardon. Bon, pas de questions, mais en tout cas, très belle initiative. On passera, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour et merci pour tout ce que vous nous avez expliqué. J'ai repéré quelque chose qui me paraît important. Vous avez dit, pour s'en sortir, il faut viser le collectif. Et à propos du collectif, moi j'ai une expérience dans le domaine de l'habitat groupé. La grande difficulté, c'est que nous n'avons pas appris à coopérer à l'école, c'est même tout le contraire. Et on a perdu nos réflexes. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des pistes pour pouvoir bénéficier d'un coaching pas trop cher, parce qu'en général, on bute là-dessus, pour essayer de faire en sorte que les collectifs fonctionnent. Et en particulier, est-ce qu'il y a un endroit où on se pose la question de l'organisation des tâches, puisque moi, par mon expérience, le problème, il est là, c'est que quand on organise les tâches de façon travaillée, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes, il n'y a pas la passion n'est pas là et du coup, le rendement est faible et les disputes sont nombreuses.
Donc voilà, est-ce qu'il y a des pistes à exploiter pour des projets d'ailleurs que nous avons en ce moment? Alors vous abordez beaucoup de thèmes en une question, mais le principal, on va dire que c'est le PFH, le de facteur humain. On a tous le même problème hein, dans toutes les entreprises, on va dire, collectives, qu'elles soient commerciales ou associatives. On sait très bien, ne nous leurrons pas, que le collectif, c'est à la fois le fruit de beaucoup de bonheur et de beaucoup de désespoir. Voilà pourquoi sur le projet de système agraire solidaire sur lequel je travaille, je vais être accompagnée, enfin le projet va être accompagné, c'est pas moi, hein, le projet va être accompagné à la fois par de l'innovation en termes de management et je suis en charge avec une école en contact pardon, avec une école d'ingénieurs de Nancy, qui est une école d'ingénieurs classique, hein, ICAM, qui travaillent principalement sur l'innovation des systèmes de managerat et qui ont des pratiques qui me semblent hyper intéressantes pour ce type de projet. Clairement, dans ces projets-là, pendant des années, on a prôné une gouvernance et une démocratie participative. Je pense que c'était une erreur. On sait tous qu'à un moment donné, il faut au moins une locomotive pour ne pas l'appeler leader dans un projet. Que cette locomotive soit pas toujours la même, ce qui serait assez juste hein, en termes d'économie d'énergie, c'est un fait, mais de toute façon, on sait qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui soit entretenue. Et il y a une autre personne que je peux vous recommander, je ne connais pas du tout ses prix, mais qui est très très bien en la matière, qui est une Belge, qui s'appelle Marine Simon, qui a écrit notamment un bouquin qui s'intitule... c'est quelque chose autour de la terre tourne rond, nous sommes les seuls à l'ignorer, ou un truc comme ça, ou tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Et elle est spécialisée depuis un petit nombre d'années en gouvernance partagée collective, avec les principes de permaculture, mais pas que. Elle fait un super boulot, elle fait des ateliers, je pense qu'elle doit faire du consulting. Donc regardez, sinon je vous donnerai ses coordonnées, mais c'est quelqu'un de très bien. Il y a d'autres entités comme celle-là qui travaillent très bien, notamment dans l'agricole. Il y a une association dont j'ai déjà oublié le nom sur Annecy, qui fait de l'accompagnement de projets agricoles collectifs comme ça. Donc il y a des gens bien qui s'intéressent à toutes ces problématiques. Attention, il n'y a aucune panacée universelle. Pour avoir interrogé tout un tas d'associations, tout domaine confondu, et particulièrement dans l'écologie, où on se prend tous pour les sauveurs de la Terre, on est tous en train de s'étriper au bout de 2 jours parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont on va sauver le monde. Il n'y a pas d'évidence, mais il faut tester. Tester, voilà. Et puis la question du coaching, ça me fait moi-même penser, on parlait des plans alimentaires territoriaux. Est-ce que c'est pas dans ce cadre-là qu'il pourrait y avoir des facilitations, justement, pour accompagner, coacher les collectifs? Pas simple, c'est à des budgets. Et puis, comment trouver les bonnes personnes? Le bon conseil, finalement, pour avancer collectivement. Ça peut, il faut demander la priorité normalement dans les PAT, c'est véritablement la production, la mise en lien des producteurs et des consommateurs, de faire ce lien-là. Mais puisque la gouvernance, souvent dans les organisations de producteurs qui veulent par exemple faire un hub commun pour commercialiser leurs légumes ou faire une légumerie avec conserverie à côté, et souvent il y a des problèmes d'entente, pourquoi pas, dans des contextes comme cela, faire appel à du financement dans le cadre des PAT, sachant que les PAT, souvent il y a du budget, mais il n'y a pas trop de projets pour remplir. Alors je ne sais pas ici sur Lyon, mais moi, tous ceux que j'ai vus jusqu'alors, il y a du budget, mais il n'y a personne pour répondre parce que les conditions sont compliquées, parce que ceci, parce que cela. Bon, en tout cas, ça pourrait être un cadre, mais il va falloir creuser un petit peu. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je vous invite à lever la main. Voilà, madame. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis animatrice environnement à la MJC Confluence. Du coup, à la MJC, on a des jardins partagés dans le 2e, des sites de compostage et on fait également des animations pour les enfants sur le jardin. Et c'est vrai qu'on essaie de plus en plus de leur parler d'harmonie, d'écosystème, que c'est un ensemble. Je me demandais si vous avez déjà eu affaire à ce type de public et si vous avez des conseils enrichissants qu'on pourrait reproduire. Oui, il y a quelques années, moi j'ai fait pour l'école des enfants d'une amie en Normandie un petit concours de design. C'était assez sympa, je me suis éclatée à faire ça, même si j'avais pas beaucoup de temps, mais c'était quand même très très sympa parce que des contrats avec les enfants c'est quand même assez magique. Donc ce qu'on avait fait, j'avais fait une petite intervention dans les différentes classes pour parler de la permaculture, ce que c'était de façon très, très liminaire. Et puis on avait fait un concours de design parce qu'en fait l'école avait un ancien bac à sable et ils voulaient en faire un potager.
Et pour que les enfants rentrent vraiment dans la dynamique, plutôt que ce soit quelque chose qui leur soit imposé, on s'était dit on va faire un petit concours de design. Tous les enseignants étaient très prenants, donc on a mis quasiment au programme de toutes les matières le jardin. La permaculture, c'était un peu plus dur, mais le jardin, genre les dictées en français, c'était le râteau, machin, tout ça. Les maths, c'était calculer la superficie du bac à sable, combien de mètres cubes pour les plus grands, combien de mètres cubes de terre il allait falloir rapporter, etc. Et on a fait ce fameux concours de design. Donc je suis passée dans toutes les classes, j'ai expliqué brièvement ce que c'était le design, la conception du jardin. Et ils ont d'abord fait des petits groupes dans chaque classe. Le meilleur groupe de chaque classe montait, et ça faisait un concours entre les meilleurs groupes de chaque classe. Et ceux qui l'ont emporté, je me souviens plus, c'était même pas forcément les plus grands, je crois que c'était des CM1. Très simplement, c'était une école catholique, donc c'était Saint-Anselme. Et donc, très simplement, ils avaient fait comme design des buts avec un S, un T, un A. Et d'en haut, on voyait STA, Saint-Anse. Et ils avaient fait tout un petit dessin autour, mais c'était vraiment super. Et l'équipe enseignante était vraiment à fond, partie prenante, donc les enfants ont largement suivi et c'était absolument génial. Ça fait longtemps, je ne sais pas ce qu'est devenu ce potager, mais en tout cas, ça avait bien marché sur le coup. Autre question? Oui, on vous écoute. Coucou Perrine, donc moi je m'appelle Sylviane. Je connais Perrine depuis qu'ils ont lancé les formations. J'ai eu la chance d'essuyer les plâtres avec la première promo. C'était des super bons plâtres. Voilà. En fait, je me demande combien vous êtes comme toi en croisade aujourd'hui pour monter ces projets de coopération solidaire entre fermes. J'ai déjà vu des vidéos où vous intervenez sur le sujet, que ce soit Charles ou toi, et pour moi, c'est vraiment la base et l'objectif. Donc je sais que tu parcours maintenant les lieux avec ces conférences, accompagner les porteurs de projets et tout. Mais si tu veux, moi je suis un petit peu... alors bien sûr, on n'est pas paniqué quand on est permaculteur, mais quand même je m'interroge sur l'urgence et le peu de nombre d'acteurs qui se mettent en route comme ça. Voilà, première question. Et puis l'autre chose, c'était, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par rapport à l'organisation humaine. J'ai souvenir avec des acteurs de Lyon d'avoir travaillé sur une charte des jardins partagés, et j'avais réalisé à l'époque, qui a été présentée d'ailleurs dans cette salle il y a déjà quelques années, et j'ai souvenir qu'en fait le fait de se retrouver entre acteurs des différentes institutions publiques autour d'une table et des simples citoyens comme moi, ça permettait vraiment de... En fait, c'était le travail qui finalement créait la conscience de la chose. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des moyens qui étaient mis à disposition pour se réunir, pour pouvoir voilà, échanger. Il y avait des rapports, il y avait une vraie démarche, et je trouvais que ça créait la conscience en fait de la nécessité de ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, et j'aimerais que ça puisse être démultiplié au niveau des politiques publiques, mais que ce soit au niveau de l'éducation pour les enfants, c'est-à-dire que si on met des enfants autour d'une table et qu'on leur demande effectivement de créer une charte sur l'alimentation de demain, je pense que ça peut être aussi des outils d'aide à prise à la conscience, par exemple. Ça paraît une belle idée en tout cas. Des éléments de réponse sur la première question par rapport à l'inquiétude, peut-être? Sur la première question, oui, l'inquiétude, on la partage bien évidemment. C'est pour ça que moi, là, je vais me consacrer à 100%, enfin quasi 100%, parce que j'ai 300% de temps. Donc 100%, ça va le faire. Mais à 100% à un projet de prototype de système agraire solidaire. Donc le but, c'est de racheter une ferme en Normandie, puisque c'est là que je suis. 120 hectares à peu près, parce que la ferme moyenne dans le Grand Ouest, c'est à peu près 120 hectares, et de montrer que sur ces 120 hectares, plutôt que de mettre un homme tout seul sur son tracteur, je dis un homme parce que la plupart du temps c'est un homme, on peut mettre une dizaine de producteurs. Il va y avoir une mutualisation des moyens, il va y avoir une coopération en termes agronomiques, il peut y avoir une banque de temps de travail qui va être créée, et tout cet écosystème-là, il va être en charge de nourrir la commune d'à côté. Dans mes rêves les plus fous, je m'étais dit 120 hectares peut nourrir une ville de 2000 habitants, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Voilà pourquoi je le fais d'abord en milieu rural. Et le but de ce prototype de système agraire solidaire, ce serait de modéliser
quelque chose. Alors modéliser est souvent mal compris. Quand je dis modéliser, c'est établir des méta-règles, un grand cadre qui disent, voilà, dans le cadre d'une installation collective, voici les conseils qu'on vous donne, il y a tel principe qui marche bien. Chaque ferme choisira son modus operandi, son statut juridique, que ce soit SCOP ou autre, vous avez le choix, mais nous on a testé ça, ça fonctionne comme ça, ou en tout cas on vous donne tel et tel conseil. On peut même aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure, le financement des fermes est une vraie problématique aujourd'hui, donc dans ces systèmes agraires solidaires, pourquoi pas faire intervenir, parce que c'est la grande mode, hein. Moi je suis consultée tous les 4 matins par des financiers qui veulent inventer la super application qui va faire le café, les vitres et le machin, en gros qui va faire de la finance participative pour acheter du foncier, mettre en lien les producteurs avec les consommateurs et en même temps devenir lucrative pour ceux qui investissent dedans. Enfin bref. Mais c'est pas grave, laissons venir les gens de la techno dans ces trucs-là, ils peuvent apporter une façon différente de penser. Je pense que l'intelligence artificielle, même si elle peut paraître aberrante par plein d'aspects, peut quand même apporter quelque chose. Et donc moi, je vais me consacrer à 100% à ce prototype. Et au-delà de ce que je veux faire moi, il y a quand même de plus en plus de projets collectifs qui se montent, qui vivent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Certains marchent, d'autres marchent moins bien. Il y a des exemples hyper intéressants, avec des pratiques diverses et variées. Il faut étudier tous ces sujets-là et essayer de faire en sorte, après, de proposer à chacun des territoires d'installer des fermes coopératives comme celle-là. Pour moi, l'agriculture, enfin la production de nourriture, ça devrait être un service public. Hein. L'éducation, c'est un service public. La santé, c'est un service public. Alors, on l'a ruiné, d'accord, mais c'est quand même encore, par définition, un service public. Pourquoi le fait de nous nourrir et le fait de préserver l'eau, ce ne serait pas un service public? Donc, il y a toute une réflexion juridico-administrativo-politique, aménagement du territoire à avoir. Et c'est pour ça que je veux essayer de profiter de ce prototype. Alors bien sûr qui sera financé par des investisseurs, par un peu de philanthropie, par des gens qui vont avoir foi en ce modèle, qui vont vouloir amorcer la pompe pour après générer un système agro-solidaire qui soit une ferme qui fonctionne, qui vive de ses propres productions et prouver que c'est possible. Et à partir de là, on dissémine le modèle. Merci pour cet espoir, pour cette note d'espoir, Perrine, parce que franchement, ça, ce prototype, on souhaite qu'il vraiment il marche, que les régions s'en saisissent et qu'on puisse développer. Alors peut-être on peut prendre une ou deux dernières questions et puis on va clôturer cet échange. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, Franck, je suis paysan, un ancien cadre lyonnais reconverti dans le monde du paysan. Donc merci Perrine, tu as été mon inspiration et mon déclencheur. Donc je confirme les problématiques de réseau, mais aussi de reconnaissance. Le bio, plus bio que bio, c'est pas encore très reconnu. Il faudra peut-être créer un label permaculture, je ne sais pas. Ma question, est-ce que, Perrine, vous profitez de votre notoriété pour essayer de faire passer des messages au niveau de nos représentants politiques? Oh oui, ça fait longtemps, j'ai même moi-même été élue. J'ai été conseillère régionale en Normandie, en ex-Haute-Normandie de 2010 à 2016. J'ai fait un très long mandat, bref, c'était le long mandat des conseillers régionaux. Pas d'espoir de ce côté-là. Enfin, le seul espoir, c'est d'aller leur chercher de l'argent. J'étais de l'autre côté du rideau, donc je sais, c'est trop lent, il y a de l'inertie. Alors, je dis ça, les plans alimentaires territoriaux, pour une fois, il faut l'admettre, ce sont les politiques publiques qui devancent finalement les mises en place de terrain. La politique est importante. Oui, alors ici en région Rhône-Alpes, vous êtes mal lotis pour l'aide au bio. Excusez-moi, avec votre président de région, c'est pas un exemple. Donc c'est ça qu'il faut attendre. Ces gens-là, je suis désolée, mais n'ont pas d'idée. C'est pas eux qui vont précéder les réalisations. Et c'est normal, chacun son rôle dans la société. Donc eux, s'ils voient un exemple convaincant, économiquement viable, parce qu'aujourd'hui on rentre par quoi? Par la porte économique. Ils vont dire, ah ouais, vous créez de l'emploi, ah oui, vous créez de la richesse, en tout cas, vous créez votre propre salaire et ça fonctionne. Ok, banco, je vous fais confiance. Ils s'en foutent de l'environnement, du fait que ce soit beau, que ceci, cela. Donc si vous remplissez déjà ces cases-là, petit à petit, ils vont se dire, bah oui, on va mettre de l'argent là-dessus. La problématique à laquelle on fait face, dans cette espèce de millefeuille administratif dont on est assez
spécialiste en France, mais aussi c'est un cadre très européen, hein, c'est que finalement les politiques publiques aujourd'hui ont beau flécher de l'argent sur des pratiques relativement vertueuses, cet argent il n'est pas dépensé parce que les critères sont tels, c'est comme l'histoire du chèque énergie pour les ménages qui ont le moins de moyens. Sur 10 millions de personnes, il n'y en a que 3 qui l'ont demandé. Pourquoi? Parce que sans doute les critères ne correspondent absolument pas à leur situation. Et dans les politiques publiques, on est dans ces affres-là. On est dans des politiques qui sont mises en place par des administratifs à Bruxelles, qui n'ont aucune idée du terrain et qui ne peuvent pas faire rentrer dans leur tête que sur le terrain, t'es pas dans du cas par cas, mais presque. Donc c'est très difficile de faire corroborer cette intention et ce que nous on fait sur le terrain. Moi je suis allée à Bruxelles, j'ai fait des conférences au Parlement il y a plus de 10 ans. J'ai le DG, le directeur général du département agri qui m'a serré la main, il m'a dit « Appelez-moi quand vous voulez, on va faire tout un plan pour la bio, etc. » J'ai envoyé je ne sais pas combien de mails, j'ai eu combien de réponses? Même pas, j'accuse réception de votre mail. Donc si tu veux, au bout d'un moment, je suis plus dupe, quoi. Donc l'exemple, c'est à nous de le donner, c'est le terrain qui doit le donner. L'exemplarité dans le sens... faire des projets, ça ne veut pas dire être 100% irréprochable dans nos projets, mais montrer que nous, citoyens, on se bouge, on fait. Alors oui, c'est dur, et je me mets à ta place, je sais ce que c'est, mais il faut continuer, et je pense que la solidarité, il faut plus aller la chercher du côté de nos autres concitoyens que du côté des politiques. Les politiques, encore une fois, ils vont nous filer les sous, mais c'est entre nous qu'il faut qu'on s'organise, qu'on soit fort et solidaire, quoi. Et d'autres questions? Oui. Oui, ici, puis ensuite ici. Catherine Creuse, ex-directrice du Passe Jardin et qui a accompagné X projets pendant très longtemps et qui a été fermée avec toute notre équipe au Bec-et-Loing à la conception permaculturelle. Alors, pour avoir pratiqué pendant presque 20 ans, maintenant je suis en retraite, et élue à la métropole aussi, entre autres, on a accompagné des projets qui allaient du côté du consommateur, qui cherchait à produire lui-même ses légumes. Et c'est très intéressant comme concept. C'est-à-dire que c'est des consommateurs qui se réunissent, qui se trouvent un terrain, minimum 1 hectare, voilà, et qui produisent ces légumes une fois par semaine, le dimanche, et qui embauchent un maraîcher qui amène la technicité et le professionnalisme. On en a 2 de projets comme ça sur la métropole. C'est assez rare en France, mais je pense qu'on devrait aussi se pencher sur ce côté-là. Parce que c'est les collectivités qui nous ont aidés à nous installer. Ce n'est pas le maraîcher qui a dû dépenser de l'argent pour s'installer. Et ce genre de projet peut nourrir une centaine de familles, ce qui est quand même assez intéressant. Je voulais aussi donner un témoignage en tant qu'élu, parce que je suis du côté de l'agriculture au niveau de la métropole. On va ouvrir cette année la première régie agricole. Et les régies agricoles vont servir à produire des légumes parce que la compétence de la métropole, c'est les collèges, pour pouvoir cultiver des légumes, pour donner aux collèges de quoi se nourrir correctement. Enfin, c'est un témoignage que je voulais vous amener aussi là. Voilà. Merci pour ce témoignage et pour cette action. Madame ? Bonjour, je voulais vous poser une question à propos des règlements climatiques. Est-ce que vous avez des contacts et des inspirations avec ce qui se passe dans le sud, et par exemple au Maghreb, sur la façon dont on gère la ressource, notamment la ressource en eau? Je fais partie d'une association culturelle franco-maghrébine et on essaie justement de tisser ces liens en agroécologie, en agroforesterie avec des pays du Maghreb, la Mauritanie aussi, sur la façon dont on peut profiter de leur expérience pour une fois, et que ce soit du sud-nord et pas du nord-sud. Et donc on a fait venir d'ailleurs pas mal d'agriculteurs algériens d'associations qui travaillent là-dessus, et je voulais savoir si vous en aviez l'expérience. Merci. Oui, au fur et à mesure des années, on a eu pas mal de sollicitations de cet ordre. Alors moi, je n'avais pas trop le temps ni la possibilité de me déplacer avant. Je vais peut-être un peu plus le faire maintenant en faisant attention à mon empreinte carbone. Je suis depuis le début un projet au pied de l'Atlas dans le Maroc, sur très grande surface comme ça. C'est un projet assez intéressant où c'était déjà des petits paysans installés, mais sur une terre qui était littéralement du sable et de la rocaille.
Le but, c'était de recréer une dynamique coopérative, parce que finalement, chaque petit paysan avait son lopin de terre et puis vivait sa vie par soi-même et survivait en réalité. Et une personne a voulu créer une association et remettre tous ces paysans en fonctionnement systémique, donc travailler les uns avec les autres de façon vertueuse. Et là, pour le coup, le gouvernement a mis mais vraiment des milliers d'euros, voire des millions, et c'est souvent le cas sur ces gros projets-là, pour un projet d'irrigation. Donc des câbles sortis dans tous les sens. A priori, dans tous les pays du Maghreb, il y a beaucoup de subventions de cet ordre-là. Sinon, il y a d'autres projets qui marchent très bien. Il y a, comment ça s'appelle Songmai, il y a Endem au Cameroun, il y a tout un tas de projets en agroécologie pour lesquels Pierre Rabhi et Terre et Humanisme avaient été précurseurs et étaient allés voir au départ ce qui se faisait. Les agriculteurs d'Afrique noire comme du Maghreb connaissent toutes les techniques. Moi, vous avez tout à fait raison, on m'avait demandé il y a 3 mois de former en Normandie des agriculteurs béninois, togolais, tchadiens, nigérians et les Congolais n'ont pas pu venir parce que impossible d'avoir les visas, mais bon bref. Et j'étais encore dans cette logique de me dire mais qu'est-ce que nous, on a à leur apporter en réalité. Donc je commence la formation, etc. et je leur demande ce qu'ils sont. Donc ils étaient eux-mêmes formateurs de paysans, mais tous avaient leur ferme. Donc toutes les techniques, ils les connaissent, l'agroécologie, ils connaissent ça par cœur. Le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est la divagation du bétail. Donc dès qu'ils replantent un arbre, il y a l'éleveur qui n'a pas parqué son bétail et les chèvres qui viennent leur pleurer tous leurs arbres. Mais sinon, ils connaissent tout ça. Et je leur dis, mais qu'est-ce que je veux vous apporter? C'est quoi votre problématique à vous aujourd'hui? Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils me disent? Quelle est leur problématique? Le paysan français à côté m'aurait dit la même chose. Ils me disent la commercialisation. Truc dingue, hein? Et donc vous avez raison. Je pense qu'il faut aujourd'hui pas dire qu'il faut que des échanges nord-sud ou sud-nord, mais il y a encore une fois là un travail en symbiose à faire avec toute cette intelligence de la débrouille entre guillemets que les pays du Sud ont pu avoir. Et débrouille pour moi c'est pas péjoratif, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'observer leur écosystème, de pas être assisté par les machines, donc de ce fait de redoubler d'ingéniosité pour mettre en place ce qu'il leur fallait pour stopper l'eau quand elle arrive en masse, créer des baissières par exemple, replanter des arbres aux bons endroits, opérer des synergies entre les grands arbres et puis la strate herbacée, etc., etc. Donc je pense qu'il y a certainement un lieu de rencontre, mais qu'il ne faut pas aborder non plus comme une panacée absolue. Donc c'est un peu une réponse de Normande que je fais là. Peut-être banque oui, peut-être banque non. Mais voilà. Dernière question, non pas de la salle, mais on va revenir en ligne, ceux qui nous écoutent en visio. C'est madame qui nous demande, la question, qui revient sur la question de l'école qu'on a abordée tout à l'heure. Elle nous dit, on apprend énormément de choses à l'école qui vont finir aux oubliettes, alors qu'on pourrait enseigner l'agroécologie, le jardinage urbain, la biodiversité, etc. etc. Pensez-vous que cela peut se faire et que davantage, et qu'il y a des initiatives de transformation au sein de l'école qui sont souhaitables et en cours déjà? Ce sera la question qu'il faudra apprendre aux enfants à l'école, c'est respirer déjà. Respirer correctement, ce serait déjà pas mal. Et puis après, il y a pour moi cette histoire de logique écosystémique qu'il faut mettre en place. Les enfants tiltent très vite. Vous savez ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on se dit, alors là, moi je vous ai pris l'exemple de la ferme qui était un cercle avec les différents éléments qui sont en interaction, mais quand vous vous baladez dans votre ferme au quotidien, vous dites, ah ben là j'ai planté un pommier. Pourquoi j'ai planté un pommier? Il me faut 5 raisons pour lesquelles j'ai planté un pommier. Je ne me dis pas dans nos systèmes, j'ai planté un pommier juste pour avoir des pommes. J'ai planté un pommier parce qu'il a plusieurs fonctions. Il donne des pommes, il donne de la matière organique, il joue le rôle de radiateur, il me génère un microclimat, il absorbe de l'humidité mais il en relargue, il va chercher très en profondeur des minéraux et nutriments pour les mettre à disposition des végétaux qui sont à côté. Et je ne plante mon pommier à cet endroit-là que si je suis sûre qu'il va pouvoir assurer ces différentes fonctions. C'est ça la pensée écosystémique. Et après, tout de suite, je relie au fait que le couvre-sol qui est juste à ses pieds, c'est du trèfle. Le trèfle va être fixateur d'azote. Donc l'azote qu'aura libéré le trèfle, l'arbre va pouvoir en disposer, etc., etc. Et ça ne s'arrête jamais. Et cette pensée écosystémique, oui, il faut l'enseigner à l'école, et elle est très facile, même dans notre quotidien. C'est un réflexe qu'on acquiert après. Donc cette éducation au bien manger, au sens de la terre et de l'environnement, et à la pensée écosystémique qui n'est guère que du bon sens, j'allais dire, paysan,
oui, il faut l'enseigner à l'école et on peut le faire. Fort heureusement, il y a beaucoup d'initiatives comme la vôtre, emmener les enfants planter des arbres, faire des petits cours à l'école de jardinage. C'est relativement à la mode et c'est de plus en plus enseigné. Mais sans doute faudrait-il aller plus loin. Moi, ça fait des années que je dois écrire un petit conte pour enfants avec les principes de permaculture. Bon, j'ai jamais eu le temps, mais si quelqu'un adore écrire des contes pour enfants, venez, je vous file les idées, puis vous écrivez, parce que c'est tellement important de s'adresser à ces populations-là, de les sensibiliser. Ils ont une intelligence, ils vont 100 fois plus vite que nous, quoi, sur ces compréhensions-là. Donc oui, 1000 fois oui. L'école pour les enfants, leur apprendre ces principes, et puis l'école pour les grands aussi. Et je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure. Oui, vous avez parlé dans votre projet, et je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est hyper important. Vous avez parlé du fait de mobiliser des personnes qui sont à la retraite. Je trouve que c'est important pour votre projet, pour planter des arbres, mais c'est important pour une deuxième chose, parce que pour moi, l'agriculture ne doit pas aller sans l'éducation, mais surtout sans l'artisanat. En temps, dans les villages, on avait la ferme, on avait le forgeron, le machin, le truc, le chouette. Aujourd'hui, on est tellement dépendant des outils qui sont fabriqués en Chine, la pétaouchnok, etc., qu'on ne sait plus rien faire de nos mains, on ne sait pas réparer, on ne sait pas faire à façon. Et pour moi, dans les histoires de système agraire solidaire, donc ces espèces de fermes collectives, il doit y avoir la place pour autre chose, notamment l'artisanat, mais aussi, et pourquoi pas, des espaces de coworking, parce qu'on peut réinventer l'agriculture et se dire, puisque nos néo-agriculteurs sont des gens qui ont déjà travaillé à la ville, pourquoi pas se dire qu'ils vont être agriculteurs pendant 15 ans, et puis au bout de 15 ans se dire, finalement, je vais passer à un autre métier, toujours dans la bonne veine, mais laisser la place à quelqu'un, etc. Et avoir une espèce de rotation sur toute une vie, toute une carrière, ne pas laisser ses savoirs et ses savoir-faire croupir, comme on nous dit là, à la retraite, enfin c'est même pas à la retraite, à 55 ans, déjà les seniors, ils trouvent plus de job, alors qu'on veut nous emmener jusqu'à 64 ans, c'est aberrant. Déjà, profitons de ce savoir et de ce savoir-faire pour enseigner aux enfants le fait de savoir travailler avec les mains, le fait de savoir travailler avec la terre. Donc ces lieux de production alimentaire, pour moi, ils sont aussi des lieux de production de connaissances, de production de connivence et d'harmonie sociétale, si tant est qu'on arrive à gérer le putain de facteur humain. Merci Perrine Hervé-Gruyer pour Avec plaisir. ce voyage. Alors c'est déjà le mot de la fin, c'est le moment de remercier nos partenaires, la ville de Lyon bien sûr, les éditions Actes Sud, le salon Prime Vert aussi, on est très heureux de poursuivre l'aventure des conférences, on y sera et venez le 17 février avec Arthur Keller sur la résilience. Voilà, aussi on va continuer à parler de résilience. Encore un bébé bec et loin. Encore un bébé bec et loin, décidément. Voilà, merci à toutes et à tous. Retrouvez sur le site internet de Sans Transition les interviews avec Perrine Hervé-Gruyer. On en a fait une tout à l'heure en vidéo et elle va bientôt sortir. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner parce que sans vous, la presse libre, ça n'existe pas. On est une coopérative, on a évoqué le mot coopération ce soir. C'est bien un mot-clé et forcément, on a envie de continuer nous aussi un peu l'aventure. Donc on espère grâce à vous, grâce à votre soutien. Voilà, merci Perrine, merci à vous d'avoir fait l'effort de venir dans cette salle et d'avoir échangé avec nous en ligne pour celles et ceux qui y étaient. À bientôt, merci. Merci, bonne soirée, bon projet.